troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comment détecter ce syndrome? Quelles peuvent être les causes de l'hyperactivité? Comment accompagner les TDAH par la micronutrition? Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui vous est proposée par Nutrilogix et son laboratoire NRD. Alors, bonsoir mon cher Pierre. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es Ah, Cédric. consultant, conférencier, auteur de nombreux ouvrages, formateur en nutrithérapie et également le fondateur, donc tu es formateur en nutrithérapie et, pardon, le fondateur du Centre de formation de nutrithérapie appliquée, qui est plus connu sous le nom CFNA. Alors ce soir, c'est donc toi qui vas nous parler de ce sujet qui intéresse de nombreux thérapeutes et répondre à cette question, comment pouvons-nous aider les personnes souffrant de TDAH? Bonsoir tout le monde. Merci Cédric pour l'invitation et à Nutrilogique de me donner l'opportunité et cette tribune pour pouvoir vous parler de ce sujet passionnant. Et vous allez voir que on connaît une médication classique dans ces troubles-là, mais on va voir que Mhm. la nutrition ne peut pas à tout, mais en tous les cas, dans les troubles déficitaires de l'attention, on va voir qu'en micronutrition, nutrithérapie, on a quand même pas mal d'outils qui peuvent aider ces jeunes patients pour justement améliorer cette attention qui est déficitaire. Je vous avoue qu'avec l'intérêt que je porte pour ce trouble, donc j'ai lu pas mal de choses là-dessus, et quand je reçois des petits patients, en fait, ils sont pas déficitaires d'attention, je dirais même l'inverse, ils ont trop d'attention, et c'est cette attention très importante et la capacité qu'ils ont un cerveau à la limite qui fonctionne encore mieux que les autres quelque part. Je leur dis souvent à ces petits patients, c'est comme vous avez le cerveau d'une Ferrari, c'est comme une Ferrari, mais ça consomme beaucoup une Ferrari par rapport à une Renault. Donc, il vous faut beaucoup de carburant pour que ça fonctionne. Donc, mais vous avez un cerveau qui marche tellement bien qu'à un moment donné, il peut avoir des pics d'inattention parce qu'il y a une surutilisation. Donc, on va parler de tout ça pour bien comprendre comment cela fonctionne. Alors, le menu de ce soir, on va voir qu'est-ce que c'est un trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Comment détecter le syndrome d'hyperactivité chez un enfant? Bon, ça, je vais aller assez succinctement. Ça demande le diagnostic d'un spécialiste, hein, mais vous allez voir que, voilà, moi, ça m'a permis d'orienter pas mal de parents vers des spécialistes parce qu'ils ne s'étaient pas rendus compte eux-mêmes que leur enfant souffrait de ça. Et avec l'intérêt que je portais là-dessus, il y avait quand même pas mal de signes. Donc, ça permet aussi, quand vous connaissez, comme que vous pouvez détecter un syndrome, en tous les cas, de diriger votre patient vers une personne qui pourra prononcer le diagnostic. Quelles peuvent être les causes de l'hyperactivité? Ça, on va voir qu'il y en a plusieurs. Et donc, si on connaît les causes, on peut justement prévenir. On peut pas tout prévenir, mais on va voir que notamment, on va parler des métaux lourds, des perturbateurs endocriniens, les additifs alimentaires. Vous avez vu, il y a eu pas mal d'études qui ont montré qu'on retirait pendant 15 jours des additifs chez des enfants, leur comportement changeait. On va voir en micronutrition ce qu'on peut faire, le magnésium, le zinc, je vais vous parler des oméga 3 et l'hyperactivité. Enfin, j'ai pris les micronutriments pour lesquels on a le plus de publications scientifiques. Et un petit protocole d'équilibration de l'impulsivité. Donc, qu'est-ce que l'hyperactivité? L'hyperactivité est un trouble neuropsychiatrique le plus connu, le plus commun chez l'enfant. Elle affecte 3 à 11% des enfants en fonction des études et des âges. Et l'âge moyen du diagnostic, c'est 7 ans. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je me dis c'est peut-être le moment où justement ils sont plus à l'école aussi, donc on leur demande plus d'attention et c'est peut-être à ce moment-là que le diagnostic se fait. On compte de 2 à 3 fois plus de garçons que de filles. Ne me demandez pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'explication par rapport à ça. Alors, pour préparer cette formation, cette intervention, il y a une spécialiste qui est un peu incontournable. C'est une neuropsy qui est au Québec, qui a écrit pas mal d'ouvrages, notamment, je vous ai mis ces deux-là. Donc, elle est vraiment spécialisée dans les troubles déficitaires de l'attention. Et elle a un super site internet que je vais vous montrer juste après.
Et donc, vous voyez, il y a un livre Mon cerveau a besoin de lunettes. Donc, ça, c'est plutôt pour les enfants. Et puis, elle a écrit un livre Mon cerveau a encore besoin de lunettes pour les ados et les adultes. Pourquoi cette métaphore avec la lunette? En fait, c'est une métaphore qui est intéressante parce qu'elle illustre dans son livre euh, elle compare le cerveau d'un enfant, si vous voulez, qui est inattentif à l'œil de la personne qui est myope, si vous voulez. Donc l'œil de la personne myope, ben, il fonctionne bien, il possède ce qu'il faut pour voir, mais par contre, il lui faut un outil. Et l'outil, pour l'aider à fonctionner de manière optimale, c'est les lunettes. Donc la métaphore est là, si vous voulez, de la même manière, le cerveau de l'enfant qui est inattentif, il possède ce qu'il faut pour être attentif, mais il lui faut un outil pour l'aider à fonctionner de manière optimale. Vous voyez, donc il a toutes les capacités, si vous voulez, d'un autre enfant, mais on doit lui apporter les outils. Et on va voir que l'outil n'est pas que la médication, hein, mais il a toutes les capacités d'avoir une attention. Un peu comme le myope qui voit pas bien avec les lunettes, il voit aussi bien. D'où la métaphore. Donc, je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, de consulter ses ouvrages. Et en attendant, vous pouvez aussi aller consulter son site internet qui donne aussi déjà pas mal d'interviews, d'infos. Ce qui est pas mal aussi sur YouTube, vous avez aussi pas mal d'interviews aussi de personnes et d'adultes qui ont souffert de troubles déficitaires de l'attention. Je dis au passé, ils ont souffert parce que vous allez voir qu'en vieillissant, ce trouble s'améliore. Pas forcément qu'il disparaît, chez certaines personnes il disparaît, mais les adultes expliquent qu'ils se sont adaptés. Et l'enfant, si vous voulez, l'adolescent n'a pas encore la capacité de s'adapter à ce trouble-là. Mais quand tu es adulte, bah, tu t'adaptes, si vous voulez. Et ils ont trouvé des outils que pour s'adapter. Alors, comment elle décrit ce trouble? En fait, elle parle d'un trouble, on peut parler du TDAH comme un trouble de la modulation. Et c'est un trouble de la modulation, si vous voulez. Donc, il y a un trouble au niveau de l'attention. Donc, s'il y a un trouble au niveau de l'attention, ça génère de l'inattention. Donc, il a du mal à freiner ses idées, donc ça lui génère pas mal d'inattention. Il y a des troubles de la modulation du mouvement. Et donc, ils ont souvent la bougeotte, vous voyez, toujours, ils ont besoin de bouger. Donc, d'où le terme hyperactivité. Il y a un trouble de la modulation du comportement, ce qui va générer un comportement plus impulsif. Et chez certains, pas tous, ça peut aussi entraîner une difficulté dans l'autogestion de ses émotions. Donc, ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Donc, il y a, si vous voulez, ce qu'on appelle une hyperréactivité émotionnelle. Donc, voilà comment on distingue un TDAH. Alors, ce qui est reconnu par la science, c'est qu'on a vu qu'au niveau du cortex préfrontal, hein, si vous voulez, c'est une zone du cerveau qui nous sert, si vous voulez, notamment à avoir de l'attention, les réponses émotionnelles, comportement et jugement. Eh bien, il a été démontré que chez les gens qui souffrent de ce trouble-là, certaines zones ont difficile d'être activées par il parle d'un retard, si vous voulez, de maturation de ces aires. Et ils ont vu qu'il y aurait une moins bonne consommation de l'oxygène et du glucose dans ces aires. Donc ça, c'est ce qui a été vu. Euh, et quand il compare le cerveau au niveau du cortex préfrontal, vous voyez, l'étude montre différence dans la capacité à activité de certains réseaux neuronaux du cerveau. Ici, on voit que la zone au niveau du cortex préfrontal n'est pas activée. Vous voyez sur le schéma ici à droite chez le TDAH. Mais par contre, d'autres zones sont activées pour arriver à se concentrer, si vous voulez. Donc, ça veut dire qu'il arrive à se concentrer, mais il doit prendre d'autres voies. C'est un peu comme si on devait prendre des voies parallèles, car tu n'arrives pas à prendre l'autoroute, si vous voulez. Donc, c'est ce qui a été constaté. Et quand on leur donne une médication, ben, cette zone se réactive. Donc, vous voyez, elle se réactive pour utiliser les mêmes voies que tout le monde. Voilà ce qui a été démontré. Alors, le TDAH se caractérise par l'existence de trois groupes de symptômes associés à des degrés divers. Donc, on a parlé du déficit attentionnel caractérisé par l'incapacité de terminer une tâche, euh, la fréquence des oublis, la distractibilité et le refus ou l'évitement des tâches exigeant une attention soutenue. On ne peut pas demander
à un enfant qui souffre de troubles déficit de l'attention des tâches trop longues. Si vous voulez, ils ont le cerveau d'un sprinter, mais pas d'un marathonien, c'est ce que je dis souvent. Donc il faut qu'ils prennent souvent des pauses et planifier ces pauses-là. Donc en fait, ils fonctionnent, ils ne savent pas faire un marathon, mais par contre, ils peuvent faire beaucoup de sprints. Sprint, pause, si vous me comprenez avec cette métaphore. Euh, et donc, très difficile d'avoir une attention prolongée chez eux. Ils sont assez bons, si vous voulez, dans tout ce qui est action-réaction, si vous voulez. Ça marche. Mais par contre, ils vont faire beaucoup de choses à la dernière minute. Donc, quand on doit demander à un enfant qui souffre de ce trouble-là, on doit absolument diviser les tâches. Parce que si c'est une tâche trop longue, il n'y arrivera pas. Donc, on doit communiquer en donnant des tâches plus courtes, plusieurs étapes, si vous voulez, plusieurs tâches courtes et plus urgentes. Parce que ça, il y répondra plus facilement, si vous voulez. Et aussi, ce qui est très, très important, c'est stimuler beaucoup l'intérêt. S'il ne voit pas l'intérêt de le faire, il n'aura pas envie de le faire. Donc, améliorer vraiment l'intérêt et du pourquoi on lui demande de faire cette tâche-là. Donc, vraiment travailler beaucoup sur la récompense pour améliorer l'intérêt de l'enfant à cette tâche. Hyperactivité motrice, ben, constituée d'une agitation incessante, d'une incapacité à rester sur place quand les conditions l'exigent. Donc, notamment en milieu scolaire, très difficile de rester assis devant leur banc d'école et d'une activité désordonnée et inefficace. L'impulsivité définie par la difficulté à attendre, le besoin d'agir et la tendance à interrompre les activités d'autrui. D'autres perturbations sont souvent associées, donc ça va dépendre naturellement des enfants. Ben, troubles du contrôle sphinctérien, donc énurésie, encopresie, difficulté d'endormissement. On va voir que le trouble déficitaire de l'attention, en fait, cette difficulté à avoir une attention, c'est d'abord lié à un déficit au niveau de la sérotonine. Donc on va voir que la médication travaille principalement sur l'augmentation de la dopamine, mais ça, c'est une conséquence. Mais on va voir que la cause de ce trouble déficitaire de l'attention, c'est un TPE qu'on appelle ça. C'est des enfants qui ont une tension pulsionnelle élevée. Et donc, ils manquent de frein. Et donc, comme ils manquent de frein, ils sont un peu agités. Et ça fatigue les neurones dopaminergiques, si vous voulez. On va en reparler. Donc, c'est logique qu'ils aient des fois des manques de sérotonine. Et vous savez que la sérotonine, c'est le précurseur de la mélatonine, donc c'est un peu logique que des fois ils aient difficile à trouver des troubles, à trouver le sommeil. Des tics, des tocs, ça peut aller, somatisation, maux de ventre. Ce sont les spécialistes d'avoir de demander à leur maman quelque part de faire une consultation juste avant d'aller à l'école. Donc ça, j'ai pas mal de mamans qui m'expliquent, ben voilà, on arrive, on prépare tout, on est prêt à monter dans la voiture et là, ils commencent à me dire, ah, j'ai mal au ventre. Au dos, donc voilà. Et là, il faut l'écouter, l'apaiser et tout ça. Donc beaucoup de somatisation. Anxiété, naturellement, troubles du langage et difficultés d'expression, de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul. Alors, 50%, il faut le savoir, des dyslexiques ont un trouble déficitaire de l'attention associé. Alors, ça peut aller, mais heureusement pas dans tous les cas, de la dépression. Mais si on n'est pas à un stade de dépression, si vous voulez, j'ai remarqué que chez mes petits jeunes patients, il y avait quand même un trouble de l'estime de soi. Donc, c'est pas de la dépression, mais c'est quand même un manque de confiance en soi. Ils sentent qu'ils sont un peu différents. Donc, c'est quand même pas génial. Troubles oppositionnels, provocation, risque de développer ultérieurement une dépendance aux substances psychoactives. Ça, il faut le savoir. J'étais le premier étonné, mais les études montrent que ces enfants ben, sont plus à risque d'avoir besoin de psychotropes. Parce qu'en fait, ils ont un cerveau, si vous voulez, qui demande à être freiné des fois. Et donc, ils cherchent des psychotropes sérotoninergiques. Vous voyez, le risque de consommer à l'adolescence des substances illicites est multiplié par 3,5, le tabac par 2, 3 l'alcool, non, par 2,3, l'alcool 1,3 par rapport aux enfants ne présentant pas de troubles déficitaires de l'attention. Donc, on reconnaît un trouble, on a ça chez les gens qui ont des troubles déficitaires en sérotonine, ben, ce sont des gens qui ont besoin de bouffer du sucre, de fumer, de boire pour apaiser parce qu'ils manquent de frein. Et donc, quand ils fument un pétard, quand ils boivent de l'alcool, ils se sentent fous.
plus apaisé et le cerveau s'apaise. Alors, lorsqu'un enfant a été hyperactif, on observe actuellement lorsqu'ils sont adultes une rémission totale du trouble dans 20% des cas, une stabilité du trouble dans 40%. Donc, ils l'ont toujours, mais ils se sont adaptés au trouble. Donc, voilà ce qu'ils expliquent. euh, pour avoir rencontré des adultes qui ont souffert de ça, ils m'expliquent que ben, j'ai appris à vivre avec. Une aggravation du trouble dans 40% des cas, malheureusement. Et dans ce cas-là, ben, des difficultés d'adaptation peuvent se manifester sous la forme de relations sociales peu satisfaisantes, d'une instabilité professionnelle, de taux élevés de séparation et de divorce, et de déviance parfois même criminelle. Les signes évocateurs d'un trouble de l'attention. Voilà, je vous les ai mis, je ne vais pas les relire, mais vous les retrouverez notamment dans les livres que je vous ai recommandés. C'est assez facile de retrouver ça. Ici, c'est issu de l'Haute Autorité de Santé de 2014. Voilà, je vous les mets à l'écran. Faites pause quand vous écoutez le replay si vous voulez, mais ça peut être intéressant que vous les connaissiez. Signe évocateur d'une impulsivité, ben, c'est assez évident, hein. Agit ou répond sans réfléchir, ne prend pas le temps de sélectionner la réponse. Alors là, c'est intéressant, c'est les plaintes qui reviennent souvent des parents. L'enfant a des capacités, mais a tendance à bâcler son travail. Enfant moteur dans un groupe, mais dont le comportement est difficile à supporter par les autres. Donc ça, c'est intéressant de savoir. Et donc, plus vous connaîtrez tous ces signes évocateurs, plus quand vous recevrez en consultation des petits patients, ou vous écouterez les parents, plus vous pourrez peut-être percevoir ça et réorienter. Problème repéré par le personnel scolaire. Donc voilà, ça me paraissait intéressant de vous les mettre, que vous puissiez les avoir en tous les cas et les relire pour pouvoir rediriger. Repéré par l'enfant et l'adolescent, donc il n'aime pas l'école, il a peu d'amis, conflit fréquent avec les parents, faible estime de soi, ça je vous ai dit, hein. L'enfant exprime sa difficulté à être sage. Alors, je vous dis Par- ça oui, Pardon, pardon. Tu permets 30 secondes. Je vais juste directement, avant toute chose, pour les personnes qui ont des questions, attendez un peu parce que bien souvent, vos questions vont ouais, trouver réponse dans les 5 10 minutes à venir. Et utilisez, s'il vous plaît, exclusivement l'onglet questions-réponses pour vos questions. Sinon, c'est ingérable après pour moi. Donc, utilisez le petit onglet QR. Attendez un tout petit peu et à la moitié, enfin, je veux dire, tu en as pour combien de temps à peu près? Comme ça, on voit un peu. moi 1 heure. 1 heure. Donc, attendez une demi-heure, trois quarts d'heure bien tapé pour voir si votre réponse n'est pas enfin, Oui, arrivée. oui, Comme oui, ça, c'est c'est beaucoup comme plus dit que facile vous à avez posé gérer une après. question, mais c'est clair. Donc, attendez, vous verrez qu'il y a beaucoup de réponses, puisqu'ici, on est dans le constat. Donc, après, je vais tenter de vous apporter des pistes de solutions. Donc, pourquoi je vous ai donné tous ces signes-là? Parce que c'était important que vous aidiez aussi, pour ceux qui m'écoutent et qui ne sont pas médecins et qui ne sont pas spécialisés là-dedans, ben, si vous voulez, c'est pas facile de trouver des médecins formés dans la matière et pouvoir poser le diagnostic. Donc, c'est pas super facile à faire. Le plus souvent, c'est tardif et ça prend énormément de temps, en moyenne 30 mois de délai pour avoir un diagnostic, super. Et une étude de la Fédération mondiale pour la santé mentale sur 8 pays, comprenant 760 parents d'enfants et adolescents atteints de TDAH, montre que 63% des parents estiment que leur médecin de famille ne connaît pas suffisamment ce trouble, avec plus de 31% des familles faisant état de difficultés à obtenir un rendez-vous chez un spécialiste capable de le diagnostiquer. Donc voilà, on n'est pas gâté à ce niveau-là. Les études pointent le doigt vers de multiples facteurs. Donc ici, on va parler des causes de l'hyperactivité, celles qui sont connues à l'heure actuelle. Et donc, il est important de les connaître et voir si on a des choses sur lesquelles on peut agir dans notre domaine ici, qu'est la nutrition. Donc, il faut savoir qu'il y a une prédisposition génétique. Il y a aussi reconnu des grossesses à problème. Ça peut générer des troubles déficitaires de l'attention. Une exposition in utero à l'alcool ou au tabac, ben ça, on peut l'éviter, hein. La prématurité, des déficits nutritionnels très importants. Ça nous concerne, hein, notamment les vitamines du groupe B. Vous savez que c'est très important pour la fermeture du tube neural, la B9 et tout ça, mais il y en a plein d'autres qui sont très importantes, hein. Pour le moment, on se contente de donner
de la B9, mais il y a aussi toutes les autres B qui sont très importantes. Il faut aussi que l'acide folique, hein, les folates, ils soient transformés en acide folique, mais surtout en forme active. Et c'est là qu'elle aura un impact sur la méthylation, la méthyltétrahydrofolate. Donc, il y a des femmes qui prennent des fois l'acide folique. OK, on fait une biologie, on voit que la B9 est bonne. OK, on se dit, bah, c'est bon. Ben non, ça veut rien dire. Je veux dire, on peut avoir une vitamine B qui est bonne, mais si elle n'est pas activée, ça fera rien du tout. Pour qu'elle soit activée, il faut qu'elle soit phosphorylysée. Donc ça, il faut du magnésium. Donc voilà, maintenant, il y a des labos, et notamment en nutrologie, qui proposent des vitamines B activées, si ça a du sens. Un accouchement difficile qui a pu engendrer quelques lésions cérébrales, un traumatisme crânien, surtout dans la petite enfance naturellement, l'exposition de la mère et ou de l'enfant à des polluants divers, on va en reparler, notamment le plomb, le mercure, les perturbateurs endocriniens, la consommation d'additifs alimentaires, le benzoate de sodium et les colorants, des relations parents-enfants et ou du couple des parents conflictuels, des événements de vie stressants, les plus flagrants étant une criminalité paternelle, un trouble mental maternel, un placement familial. Voilà ce que les études ont montré. Par ailleurs, un haut potentiel intellectuel ou surdouance, donc faut savoir que ça concerne 2% de la population, ben, c'est associé à l'inadaptation du système scolaire rigide. Ben oui, aux personnalités différentes et créatives sont la plupart du temps un facteur d'aggravation d'un TDAH. Donc une surdouance, si vous voulez, ça peut être un facteur de risque. On parle donc d'abord de prédisposition génétique. Dans les descriptions trouvées dans la littérature scientifique et médicale, la question n'est pas claire. Comme on insiste plus sur le déficit d'attention que sur l'impulsivité, on a incriminé souvent le neurotransmetteur responsable de la concentration, la noradrénaline. Donc ça, je pense que vous êtes averti à ce niveau-là. Vous savez que pour avoir de l'attention, il faut de la dopamine, de la noradrénaline. Donc ces enfants, comme ils souffrent de déficit de l'attention, il paraît logique de donner une médication qui augmente cette attention-là. Mais notamment avec qui je travaille, le docteur Curté, qui a revu toute la littérature là-dessus et qui a écrit des dossiers sur le sujet, lui remet en question ça et il se dit c'est jamais qu'une conséquence, ce n'est pas la cause. Et la cause, c'est plutôt l'impulsivité. Donc le déficit d'attention et les troubles de la concentration sont bien liés à une baisse de la noradrénaline, donc ça c'est certain, mais c'est une conséquence d'une autre prédisposition fondamentale bien identifiée, la dysfonction sérotoninergique. Donc ça, c'est important parce qu'ici, dans notre métier, on travaille beaucoup sur la prévention. Donc quand on voit qu'il y a déjà un enfant qui a des troubles de dysfonction sérotoninergique, ben, il est plus à risque à un moment donné d'avoir des troubles de l'attention parce qu'il n'a pas assez de freins pour se poser. Je vais bien vous expliquer ça parce que c'est essentiel à bien comprendre. Donc, pour rappel, la sérotonine, c'est le frein des pulsions et son défaut entraîne l'impulsivité. Vous voyez ce qu'on appelle les tensions pulsionnelles élevées. Ben, moi, j'en suis un, par exemple, j'ai besoin de faire attention par rapport à ça parce que je suis assez impulsif, je suis un peu un agité du bocage, j'ai plein de pensées à la minute, j'ai des troubles d'endormissement, donc j'ai dû travailler avec ça et donc j'essaie de potentialiser un maximum ma sérotonine pour être plus apaisé. Sinon, je suis pas trop viable pour mon entourage. Donc, il faut que je me trouve des psychotropes et de préférence des bons psychotropes, hein. Sinon, j'ai le profil pour être attiré par toutes des mauvaises drogues qui pourraient m'apaiser. Donc, ça génère de l'impatience, une intolérance aux frustrations, une tendance aux prises de risques, aux accidents, aux conflits et autres conduites oppositionnelles ainsi qu'aux dépendances pour le sucre, l'alcool, le tabac, les substances psychoactives, pour justement apaiser ce cerveau. Toutes ces manifestations d'une dystonie sérotoninergique sont flagrantes dans le TDAH. Et ça, c'est assez nouveau, c'est peu dit. On parle toujours du manque de dopamine, mais on parle rarement du manque de sérotonine, c'est les troubles déficitaires de l'attention. Parce que la prédisposition génétique à disposer de freins sérotoninergiques faibles est fréquente et liée à plusieurs mutations. Ça, c'est reconnu et c'est des mutations du transport de la sérotonine ou de ses récepteurs. Alors, pourquoi une personne à la tension pulsionnelle est élevée, donc quelqu'un qui est agité et qui n'a pas assez de freins,
est-il à risque particulièrement élevé de déficit d'attention, de troubles de la concentration et même de dépression. Donc ça, soyez attentifs parce que c'est vraiment là qu'il faut que vous compreniez comment ça fonctionne. Et c'est assez simple à comprendre. Si vous voulez, vous avez ici une personne qui a une tension pulsionnelle élevée. Donc, il a un manque de sérotonine, donc il a une dysfonction sérotonergique, il est trop sous l'accélérateur, il n'a pas assez de frein. Et là, mais si vous avez un comportement comme ça pendant trop longtemps, vos neurones qui fabriquent la noradrénaline, à un moment donné, ils vont tirer la langue, c'est évident. Donc, vous allez avoir un déficit de l'attention. Mais le déficit de l'attention, la cause, elle est là. Donc, si on potentialisait la sérotonine dans un premier temps, on éviterait justement cet effondrement de la noradrénaline. Vous comprenez? Donc, vous pouvez prendre l'exemple, si vous voulez, c'est un peu comme si vous rouliez sur la route à 50 km/h, c'est peinard, ça ne demande pas une trop forte attention, si vous voulez. Donc, on ne doit pas mobiliser une vigilance super importante quand tu roules à 50 km/h, bon, sauf si c'est dans une zone à 30, vous allez me dire. Mais bon, logiquement, on va aller dire qu'on est sur l'autoroute, on roule à 110 km/h, voilà, on est cool. Par contre, imaginons que vous commencez à rouler à du 150, 160, 180 km/h. Et là, vous allez avoir une hypernoradrénergie. Donc, votre cerveau va commencer à devoir être beaucoup plus attentif, dépasser les voitures et tout ça, bien tenir le vent, pousser sur le frein. Donc il va falloir avoir une attention très, très importante. Donc, mais quand vous faites ça, vous allez arriver peut-être à destination un peu plus vite, mais vous allez voir que vous allez vous sentir émotionnellement plus vite fatigué parce que vous aurez une surmobilisation des circuits de l'attention et notamment ceux de la noradrénaline. Et donc, cet accélérateur des pulsions, qui nous aide aussi à être attentifs, mais qui nous aide aussi à nous réveiller le matin. Ce matin, vous êtes réveillé, vous avez ouvert les yeux simplement parce que vous avez fait de la noradrénaline. Au niveau du locus céruleus, ben, vous n'auriez pas pu, au niveau du cerveau reptilien, ouvrir les yeux si vous n'aviez pas fait de cette noradrénaline. Donc ça, c'est normal, c'est bien. Mais moi, je dis que quand il y a une hypervigilance, une hyper-noradrénergie, à un moment donné, c'est pour ça que je dis que les cerveaux de ces enfants-là, ben, quelque part, ils ont tout ce qu'il faut pour être concentrés, parce que je dis, ben, c'est comme s'ils roulaient en Ferrari, hein, elle va très 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 bien, mais elle a tout ce qu'il faut. Mais à un moment donné, ça consomme plus en carburant. Donc, à un moment donné, la panne sèche arrive aussi plus vite. Et donc, cette hyper-noradrénergie, si vous voulez, à un moment donné, ne peut pas durer sur le long terme. Et c'est pour ça que ces neurones qui ont été, ces circuits neuronaux, si vous voulez, qui ont été surmobilisés par cette attention, au final, cette hyperattention importante, liée à un manque aussi de sérotonine, à un moment donné, va devoir être rechargé. Et on va voir qu'on a des outils, notamment un acide aminé, la tyrosine, qui va permettre de recharger ces neurones noradrénergiques. Parce qu'en fait, il y a une plus vite déplétion, si vous voulez, de ces neurones, si vous voulez, par une surutilisation. Donc, vous voyez, j'insiste vraiment là-dessus parce que la cause, si vous voulez, serait plutôt un dysfonctionnement sérotoninergique. Et la conséquence, ben, chute de la noradrénaline et un épuisement de ce sur-régime. On a ça aussi un peu dans la dépression, si vous voulez. Quand vous avez des gens qui ont été hyper stressés, hyper sollicités. Si vous voulez, nos neurones, si vous voulez, à un moment donné, nos radrénergiques, ils tirent la langue et à un moment donné, on sort de là, on se dit, on était dedans et puis on n'a plus envie de rien. On a besoin, si vous voulez, à un moment donné, de vacances, de repos pour retrouver un peu du goût, si vous voulez. Mais à un moment donné, on n'est pas fait pour être. C'est pour ça qu'on dort la nuit, c'est pour ça qu'on a des week-ends, c'est pour ça qu'il faut se changer les idées. Voilà, ici, moi, c'est une petite période un peu plus calme pour moi. Ben voilà, j'essaye de faire des choses, si vous voulez, que je n'ai jamais l'habitude de faire. Vous voyez, j'aime bien dessiner. Eh ben, pendant mes vacances, ici, je suis allé la semaine passée, enfin, ouais, la semaine passée en Espagne. J'ai revu une amie qui est une artiste. Elle m'a redonné un petit cours de dessin et je me suis vu dessiner à un œil. Ma mère faisait déjà beaucoup de dessins, si vous voulez. Je pense que j'ai tenu un peu d'elle.
Et je me suis vu dessiner pendant 6 heures d'affilée. Vous voyez, je me suis concentré à faire des sourcils, des cils et tout ça. Donc, des trucs que je ne fais jamais, mais ça permet justement d'apaiser, de faire des choses, si vous voulez, qui permettent justement de ne pas tout le temps être dans cette hyper non-énergie que la société, que l'environnement, que le boulot, que la pression sociale, des fois, nous met, si vous voulez. Donc, lorsqu'un neurone sécrète un neurotransmetteur, la majeure partie de celui-ci est recaptée par le neurone émetteur. Donc, si vous voulez, vous avez le neurone noradrénergique, il est là, il émet la noradrénaline et dans la synapse, donc le neurone présynaptique, et puis il envoie l'info à l'autre neurone, mais si tout n'est pas capté, il y a une partie qui revient, c'est bien fait, au neurone émetteur. Mais une petite partie est dégradée, malheureusement. Donc en cas de surmobilisation, les quantités de neurotransmetteurs finissent par baisser dans le neurone qui s'épuise. Donc c'est ça, cette hypervigilance avec les stress divers, de situations conflictuelles, les gens qui... Si vous voulez, l'anxiété, c'est jamais qu'une hyper-noradrénergie. Et donc, c'est pour ça que les gens anxieux sont fatigués, parce que d'être anxieux, ça fatigue, en fait. Ça fatigue d'être anxieux, parce qu'il y a une hyper-noradrénergie. Et donc, cet enfant qui a une anxiété, l'hyperactivité, ben, épuise, si vous voulez, ce circuit noradrénergique de l'attention. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est impossible pour lui de se concentrer. Il n'a plus de carburant, il n'a plus d'outils pour pouvoir se concentrer. Donc, le déficit d'attention est donc le résultat du sur-régime de l'enfant au terrain familial de tension pulsionnelle élevée. Donc, il y a une part génétique naturellement. On a probablement privilégié le déficit d'attention qui impacte les performances scolaires et on la place devant l'hyperactivité. Mais c'est l'hyperactivité qui prime, si vous voulez. Donc, d'après le docteur Jean-Paul Curtet, qui a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, on ne devrait pas appeler le problème trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, mais, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit, trouble hyperactif, TPE, tension pulsionnelle élevée, avec ou sans déficit de l'attention, si vous voulez. Puisque l'attention, la baisse d'attention n'est jamais qu'une conséquence de cette hyperactivité. Alors, tant que les dysfonctionnels sont en sur-régime, ils ne consultent pas parce que ben voilà, on se dit simplement qu'il est un peu hyperactif, le gamin, il a besoin de bouger partout, donc on ne se tracasse pas trop. Mais on commence à consulter quand ils sont secondairement épuisés, dépressifs, quand l'accélérateur des pulsions est en panne, ce qui peut aller jusqu'à dans certaines pathologies, la fibromyalgie. Et la fibromyalgie, c'est jamais, au début, on parlait d'un trouble de fatigue chronique, hein. La fibromyalgie n'existait pas avant, on parlait de fatigue chronique. En fait, quelqu'un qui a un burn-out, s'il ne traite pas son burn-out, ben, l'étape après, c'est la fibromyalgie. Et à ce moment-là, ben, naturellement, on consulte. Or, en réalité, les médicaments qui augmentent le frein des pulsions est exactement l'opposé d'un antidépresseur qui est un accélérateur des pulsions. Donc, on donne souvent, on appelle ça des antidépresseurs, tous ces médicaments sérotoninergiques, mais en réalité, on se trompe un peu, ce n'est pas vraiment des antidépresseurs, puisqu'un vrai antidépresseur, il devrait accélérer la motivation, le courage, la motivation, donc plutôt augmenter la dopamine. Mais bon, c'est une parenthèse. Cette confusion se retrouve d'une autre manière dans l'hyperactivité, ce qui nous intéresse ce soir, où l'on donne un accélérateur des pulsions, puisqu'on augmente la dopamine avec une amphétamine, hein, qui est la ritaline, chez des enfants qui ont certes une baisse de régime, puisqu'ils ont un trouble de l'attention, mais purement ponctuel. Déjà, c'est pas tout le temps. Sur un problème de fond, c'est ça qui nous intéresse à l'inverse, d'excès pulsionnel. Ça va? Alors, le zapping des images télévisuelles, la saturation par des infos fragmentaires via une multiplication de médias, le bruit, l'absence de moments de solitude et de contact avec la nature contribuent probablement à la montée du déficit d'attention et des attitudes de fuite et de repli. Par ailleurs, on dénonce un abus de diagnostic poussé certainement par les industries pharmaceutiques et les psychiatres responsables de la nosographie. Donc, on a décelé rien qu'aux États-Unis, je ne revenais pas, 900 000 faux diagnostics d'hyperactivité, touchant souvent par exemple des enfants précoces, plus jeunes dans leur classe, plus remuants certes, et qui s'ennuient dans leurs cours, dans les cours orientés
plus vers, dans l'enseignement, je dis traditionnel, le formatage, que vers le développement de la créativité, de l'initiative et de la personne. Donc, il y a des enfants qui se trouvent avec cette étiquette de TDAH, mais en fait, ils ont juste pas, ils sont un peu précoces et ils s'ennuient un peu à l'école, si vous voulez. Par ailleurs, il est évidemment important de s'occuper des autres facteurs aggravants comme le stress, les polluants, les déficits nutritionnels dont on va parler tout de suite. Donc, on va voir ici que le plomb, faut le savoir, induit des effets de type TDAH avec des effets observables dès 1,6 microgrammes par décilitre de sang, soit très en dessous du seuil de 10 retenu pour l'exposition in utero, ce qui confirme le besoin de revoir à la baisse le niveau de tolérable pour les enfants et de lancer des interventions afin de réduire euh, cette exposition au plomb. Vous avez aussi le mercure qui a été reconnu. Euh, le mercure, vous savez, on en retrouve quand même pas mal dans les poissons, donc faites attention à vos petits-enfants, ne pas trop leur donner du poisson. Moi, bon, mes enfants, ils sont grands, ils grandissent tellement vite que je vais conduire ma fille demain pour passer son permis théorique, j'arrive pas encore à intégrer ça, ça passe vraiment vite. Et donc, quand elle était petite, j'ai évité jusqu'à l'âge de 3 ans de donner trop de poissons à cause justement de ce mercure. Bon, on peut encore aller avec les petits poissons, sardines macroarents, mais faites attention. Vous voyez, il y a encore beaucoup de jeunes qui consomment des boîtes de thon, des sandwichs au thon. Il y en a qui bouffent ça 2, 3 fois par semaine. Voilà, faites gaffe, c'est quand même trop riche, beaucoup trop riche en mercure. Donc moi, je donnais des oméga 3, je donnais de l'huile de poisson petit, parce que j'essayais vraiment de les préserver de ces métaux lourds et notamment aussi à la maman pour éviter d'in utero à avoir ce mercure. Donc voilà, faites attention vraiment aux poissons prédateurs qui concentrent beaucoup le mercure, le requin, l'espadon, le mérou, l'anguille, la sciure, le brochet, tout ça, c'est assez déconseillé. La dorade, le thon. Donc, évitez absolument chez les femmes enceintes et les petits-enfants. Parce qu'il n'y a pas que du mercure, il y a aussi de l'arsenic, beaucoup de métaux lourds et aussi bon, les microplastiques que les poissons bouffent à cause de ces mers polluées maintenant avec ces microplastiques qui sont des perturbateurs endocriniens et qui viennent des produits de la mer. Donc, vous voyez, cette étude-là montre que les enfants inuits se sont montrés plus enclins aux troubles déficitaires de l'attention que la moyenne. Une analyse de sang de cordon de 279 enfants inuits a montré que les embryons et fœtus dans cette région sont exposés in utero via le lait maternel à un taux excessif de mercure. Donc, ils ont triplement augmenté le risque de TDAH. C'est plurifactoriel, hein, naturellement, hein, ça va, c'est pas que le mercure, mais ça plus ça plus ça. De toute façon, la majorité des pathologies sont toujours plurifactorielles, hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Avec ça, il faut des solutions. Donc, je vous ai mis ici des protecteurs majeurs contre les métaux lourds. On n'en a pas 36, mais voilà, ceux-ci sont reconnus. Le sélénium, chélateur, inhibiteur de l'absorption, augmente l'excrétion urinaire. Le zinc, le magnésium, le calcium, la vitamine C, qui est un chélateur. Le NAC, hein, le N-acétylcystéine, qui est le détoxifiant universel, puisqu'il le glutathion est un tripeptide et le maillon faible, si vous voulez, c'est la cystéine. Donc, n'hésitez pas à en prendre, surtout quand vous faites des excès. L'acide alpha-lipoïque aussi, chélateur et neuroprotecteur. Et le silicium aussi, chélateur de la lumière. Donc, si vous avez un patient que vous estimez qu'il est exposé à ces métaux lourds, voilà ce que vous pouvez recommander. Et d'ailleurs, on peut trouver ça dans un complexe multivitaminé, comme ça, il n'y a pas besoin de prendre 36 gélules. Les colorants et conservateurs peuvent être des cofacteurs ou des aggravateurs du TDAH. Ça, il faut le savoir, parce que ça, il faut apprendre aux parents à éviter ça. En particulier, notamment le benzoate de sodium. Bien évidemment, les experts, souvent en lien avec les lobbies naturellement agroalimentaires, s'opposent à une obligation d'étiquetage, avertissant les consommateurs du risque augmenté de TDAH avec les additifs. Et pourtant, comme vous voyez, hein, c'est tellement reconnu que c'est écrit en tout petit hein, sur les sucettes. Ces colorants peuvent avoir un effet nuisible sur l'activité et l'attention des enfants. Vous voyez, donc s'ils le mettent en tout petit, c'est qu'ils ne le mettent pas pour nous faire plaisir. Ils le mettent parce qu'ils n'ont pas eu le choix de le mettre, parce qu'il y a des preuves scientifiques. Et vous voyez, le E110, le E104, le E122, tout ça est à éviter, à éviter. Et ça, donc, il faut aller encourager les parents à manger plus bio,
plus raisonnée. Dans une étude en double aveugle chez 1863 enfants de 3 ans, le retrait, là j'en revenais pas, hein, pendant une semaine, moi je m'attendais qu'il fallait au moins les retirer pendant quelques mois. Ben non, le retrait pendant une semaine des colorants et du benzoate de sodium est associé à une réduction de l'hyperactivité. Vous verrez, si vous faites un peu des recherches sur YouTube, il y a des reportages dans des écoles où on a retiré justement les colorants, le benzoate de sodium, et on demandait aux parents et aux institutrices comment la classe se comportait, les liens sociaux. Ben, il y avait des différences après une semaine de retrait. C'est quand même impressionnant. Et par contre, la réintroduction déclenche une aggravation. La présence ou non. Une étude randomisée en double aveugle, placebo crossover. Donc ça, c'est du sérieux, une étude du Lancet. Sur 153 enfants âgés de 3 ans et 144 enfants de 8 à 9 ans devant consommer une boisson A et B. Alors, une contient l'additif et du benzoate de sodium ou l'autre un placebo. Conclusion, les colorants artificiels ou le benzoate de sodium, ou les deux conduisent à une augmentation de l'hyperactivité dans les groupes d'enfants de 3 ans. Donc on n'est pas à un stade, je crois ou je ne crois pas, ça va, c'est de la science, hein. On a des études, donc c'est prouvé que ces colorants génèrent des troubles déficitaires de l'attention. Donc c'est quelque chose qu'on doit parler à nos patients et trouver des solutions pour que l'enfant soit moins exposé. Les produits agroalimentaires contenant des additifs devraient être déconseillés, je vous l'ai dit, chez les femmes enceintes, puisque le fœtus est encore plus sensible et perméable à ça, et chez les enfants, encore plus chez les enfants atteints de TDAH. Globalement, les autorités de santé publique devraient retirer l'autorisation pour certains additifs, comme les colorants, le benzoate de sodium, le MSG, stimulant du circuit neuroexcitateur, NMDA, de même que les médicaments contenant encore du glutamate et de l'aspartate. Des chercheurs qui ont pu constater des destructions neuronales avec l'aspartate et le glutamate, ainsi qu'un rôle de ces excitotoxiques dans l'épilepsie, recommandant d'appliquer le principe de précaution, en particulier pour les enfants. Les pesticides, donc vous voyez, aller vers une alimentation sans pesticides, biologique, a du bon, semble également appliqué dans de nombreux cas, au-delà de l'interdiction des perturbateurs endocriniens dans les emballages alimentaires. Donc, il faut absolument, ça c'est un conseil facile que vous pouvez donner à vos patients, c'est que tout ce qui est gras, on conserve dans du verre. Voilà, c'est facile, on évite déjà le bisphénol, les phtalates, de migrer dans les aliments, puisque ce sont des substances liposolubles, ils adorent le gras. Donc, par contre, ils ne vont pas le verre, ben, n'en contient pas. Donc, les aliments gras, on les met dans des produits en verre. Donc, les margarines, toutes ces bêtises-là, on évite, on met dans des contenants en verre. Au-delà de la réduction radicale de l'emploi des pesticides, les femmes enceintes et les enfants devraient être encouragés, y compris dans les cantines scolaires, à manger bio. Ça, il y a encore du travail dans les cantines scolaires. Nous, on y travaille un petit peu, moi et mon équipe, pour justement essayer d'aller donner des conseils. Vous savez que, enfin, vous savez peut-être pas, mais donc Cédric m'a présenté en tant que directeur du CFNA, mais au sein du CFNA, on a créé une sous-unité, si vous voulez, une entité qui s'appelle Saccharé. Donc, je vous invite à suivre ce qu'on fait. Et si vous voulez, les résultats et l'argent que génère notre cursus, si vous voulez, on le redistribue sous forme de l'ASBL qui s'appelle Saccharé et qui nous permet justement d'aller donner des conseils dans les écoles, de donner des subsides, d'essayer justement de faire cette promotion de la santé aux personnes qui en ont besoin, parce que c'est bien beau d'enseigner la nutrition, mais c'est encore mieux de pouvoir la rendre la plus pratique et d'en faire profiter les enfants et surtout former ceux qui les nourrissent, notamment les cantines scolaires, essayer de trouver des moyens justement pour qu'ils mangent mieux. Et donc, on y travaille. Ici, sur la province de Liège, on est déjà dans pas mal d'écoles. Il y a une demande de plus importante parce que les parents sont demandeurs de ça. Et donc, je suis content de voir ces dernières années que ça bouge quand même. Donc,
voilà, je connais des directeurs d'école qui commandent des repas bio à midi, qui font des bars, des salades bars à midi. Donc ça commence à bouger et c'est tant mieux. Donc les perturbateurs endocriniens dans les jouets devraient être interdits, de même que dans les cosmétiques. Et faites attention, les cosmétiques, bon, les petits-enfants sont pas censés en mettre, mais bien que, vous voyez, les gels douche, tout ça, ben, essayez de conseiller à vos patients de télécharger Yuka, Incy Beauty. Vous voyez, il y a des applications, moi. Voilà. Maintenant, au début, j'étais tout le temps avec l'appli, je scannais tout. Maintenant, j'ai plus besoin. Je connais le dentifrice qui n'en contient pas. Je connais le gel douche. Mais au début, oui, c'est un peu de travail de chercher. Mais je suis aussi content de constater que je trouve toujours des alternatives. Ça va, bon, ça n'a peut-être pas les mêmes parfums qu'on aimerait, mais en tous les cas, c'est assez facile maintenant de trouver des cosmétiques sans perturbateurs endocriniens. Il y en a pas des milliers, des cents, mais il y en a quand même pas mal. Donc, c'est super important de faire attention à ce que vous mettez. Donc, dites à vos patients de scanner un petit peu. Vous verrez que quand vous les reverrez en consultation, ils vous diront, ben, j'ai dû tout jeter. En fait, ils ne se rendaient pas compte. Et donc, trouver des alternatives, les produits ménagers, faire soi-même. Enfin, il y a pas mal de solutions. Donc, ce que je vous disais, important, ça prend 1 minute de le dire à vos patients. Tout ce qui est grain, on le conserve dans du verre et on évite de mettre ça dans du plastique. Regardez, donc je ne vais pas vous expliquer, hein, vous savez ce que c'est un perturbateur endocrinien, il va se mettre sur les mêmes récepteurs hormonaux, sauf qu'il n'y a pas la même réponse, ça génère une réponse altérée. Et donc ici, on a une étude très intéressante sur l'exposition prénatale à certains pesticides induit des troubles de la fonction cérébrale. Donc, comment ils ont testé ça? En fait, ils ont demandé à des enfants de 4 ans de dessiner un petit bonhomme. Je ne sais pas si vous avez un enfant de 4 ans, mais demandez-lui de faire un petit dessin. Normalement, il est censé pouvoir faire un petit dessin comme ça, s'il n'a pas été exposé, en tous les cas, à des pesticides. Parce que l'enfant qui a été exposé à des pesticides, donc, dont la maman en a respiré aussi pendant la grossesse, dans des zones exposées aux pesticides de l'agriculteur, en fait, c'est pas compliqué. Ils ont pris les enfants qui étaient dans la vallée, et puis ils ont été proches les enfants qui étaient à la montagne. Et donc à la montagne, il n'y avait pas de pesticides, dans la vallée, il y en avait, et donc ils ont pu faire cette étude comme ça. Et donc vous voyez le dessin qu'ils font, ça fait peur. À 4 ans, bah, ça ressemble pas trop à un bonhomme. Et donc ils ont expliqué ça, et des études comme ça, il y en a malheureusement beaucoup. Donc est-ce que ça impacte le développement neuronal de nos enfants? Eh bien oui. Une Rassure-moi à étude 50 américaine. ans, rassure-moi à 50 ans si je dessine comme ça, c'est normal. Tu viendras prendre des cours avec moi de dessin. Oui, oui, voilà. Une étude américaine s'est fondée sur 1139 enfants des États-Unis âgés de 8 à 15 ans. Je vous montre ces études-là parce que si vous voulez, quand vous allez expliquer à vos patients, il y en a qui vont dire, oh oui, mais j'y crois pas trop. Moi, j'ai encore des patients qui me disent, ah, je crois pas au bio, tout ça. Donc, à un moment donné, on n'est plus à ce stade de croire ou de pas croire. Ça va, on a des publications scientifiques, vous leur expliquez, vous leur montrez. C'est comme ça, ça devient de l'évidence. Donc, c'est pour ça que je vous montre aussi ces études-là pour que vous ayez aussi de la matière pour pouvoir mettre en application et justifier vos conseils. Âgés de 8 à 15 ans, suivis dans le cadre d'une étude épidémiologique nationale et dont 119 répondaient aux critères de définition du syndrome, a conclu que les enfants exposés à des concentrations importantes de pesticides via les fruits et légumes, donc non bio naturellement, hein, le gosse qui bouffe sa pomme tous les jours, faut savoir, hein, c'est parce qu'on dit manger local, c'est pas mieux, hein, parce que si vous mangez des pommes d'Aubel, moi je suis de la province de Liège, je suis pas loin du plateau de herbe et tout ça, 25 pesticides, hein, ils mettent sur leurs pommes, hein. Donc oui, je veux bien manger des pommes locales, mais je ne vais pas aller chercher celles qui ont été traitées 25 à 30 fois. Et donc si vous les nettoyez pas bien, ben, vous bouffez toutes ces substances, ces pesticides, et vous exposez plus votre enfant à avoir des troubles déficitaires de l'attention. Donc, allez vers le bio ou si vous n'avez pas le choix, ou dans des cantines scolaires et tout ça, ben, il faut nettoyer et bien nettoyer ces fruits et légumes. Donc moi, ce que je conseille, vous voyez, c'est de bien laisser tremper. Parce que, si vous voulez, moi, perso, j'achète tout bio. Ça va, vous aussi, je suppose, avec les connaissances que vous avez. Mais des fois, vous allez vous retrouver confronté. Nous, on va dans des écoles, ils nous disent, ah ben, l'agriculteur nous donne des fruits, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas les moyens. Donc, ce que je fais faire, je me fais mettre
tous les fruits, si vous voulez, dans des grandes bassines. Elle reste quelques heures, on met un peu de bicarbonate de soude et ça ne devient pas un fruit bio, entendons-nous, mais en tous les cas, on enlève 90 à 95% des pesticides. Et vous verrez, l'eau devient un peu toute grasse comme ça, donc il vaut mieux que ça soit dans l'eau que sur le fruit. Alors vous allez me dire, ben, il suffit d'éplucher. Oui, mais le problème, c'est que les polyphénols, ils se trouvent principalement sur la peau puisque, si vous voulez, les antioxydants, tout ça, se trouve toujours sur la peau des fruits et des légumes parce que c'est une manière pour le fruit, pour la plante, de se défendre de l'agresseur, si vous voulez. Donc, vous voyez, le raisin, il génère du resveratrol parce qu'il est attaqué par un champignon. S'il n'est pas attaqué par le champignon, il ne fait pas de resveratrol, vous voyez. Donc, c'est important de garder, de préserver ces peaux-là, donc bien nettoyer ou mieux consommer bio. Aliments et compléments contribuant à protéger des additifs et perturbateurs endocriniens. Donc, comme on ne sait pas, moi-même, j'en consomme certainement. Je vais au restaurant, je ne sais pas ça a été cuisiné. Peut-être que lui, il a vient d'une bouteille en plastique, certainement en plus. Est-ce qu'il n'a pas fait chauffer trop son huile? On ne sait pas. Mais bon, voilà, on profite, on sort, on voit ses amis, on va en vacances et on en consomme malheureusement. Mais on peut limiter la casse grâce à certaines substances qui protègent, si vous voulez. Et lesquelles? Le curcuma, l'origan, l'ail, l'oignon, le clou de girofle, le thé vert matcha, tout ce qui est smoothie, fruits rouges et noirs, parce que c'est très riche en polyphénol. Le magnésium avec de la taurine, parce que la taurine, si vous voulez, va permettre la tauroconjugaison des polluants liposolubles dans les selles biliaires. Donc les polyphénols et les complexes de détoxification. Donc moi, ça m'arrive de faire quelques fois par an je prends des plantes qui permettent justement de limiter et d'éliminer le maximum de toxines. Euh, voilà, il y en a qui doivent le faire plus souvent, il y en a qui font, voilà, vous faites ça, voilà, à chaque changement de saison, ça peut être intéressant parce que même si vous mangez sainement, vous ne pouvez pas, et moi je ne peux pas décider de l'air que je respire, si vous voulez. Donc, on est de toute façon supplémenté tous les jours en polluants. Ça va, on n'a pas le choix. Donc, c'est logique de supplémenter aussi notre corps en détoxifiant. Le raisonnement est là. Importance des micronutriments. Le magnésium, le zinc, les oméga 3 et la tyrosine. On va parler de ces quatre-là pour ce trouble déficitaire de l'attention. Donc, magnésium et hyperactivité. Qu'est-ce que les études nous racontent? Ben, la fréquence du déficit en magnésium dans le TDAH est évaluée à 95%. Donc, c'est clair, ça va? Donc, le premier truc à faire chez un enfant, un adolescent qui souffre de ça, on commence par donner du magnésium. On va voir lequel, mais vous ne sauriez faire que du bien. Ça va? Donc, il y a pas de risque, il n'y a pas besoin de faire une prise de sang, demander au médecin qui va... Non, vous en donnez, vous comptez... Ben voilà, c'est pour tous les nutriments, hein, c'est pas si compliqué. Vous savez, les apports journaliers en magnésium, ils se situent à 400 milligrammes. Et ben, 400 milligrammes, c'est pour une personne de 60 à 70 kilos. Ben, si vous avez un enfant de 20 kilos, ben, vous faites une règle de 3 et donc vous donnez la quantité de magnésium, 100-150 milligrammes de magnésium à ce moment-là. Ça va? Donc vous faites au poids de l'enfant parce que ça, j'aurai certainement la question après. Chez 2841 enfants écoliers en Allemagne, on démontre la réduction des perturbations liées au stress chez les enfants, comme les maux de ventre avant d'aller à l'école, avec de meilleurs rapports en magnésium. Ça augmente l'énergie, ça protège tous les stress, c'est le principal modulateur des stress psychologiques, réduit l'anxiété, diminue l'hyperactivité. Comment ça fonctionne? Ben, ici, vous connaissez peut-être pour ceux qui me suivent ben, ce schéma-là que je montre presque à chaque webinaire. Vous voyez, vous avez le magnésium qui est un freinateur de la libération de la noradrénaline parce que vous avez la noradrénaline, si vous voulez, qui est libérée par la glande surrénale suite à un stress. Et ben, on dit que le magnésium diminue le stress parce que ça freine, si vous voulez, la libération de noradrénaline. La noradrénaline, c'est un dérivé de la tyrosine, donc c'est un dérivé d'un acide aminé, donc ça ne passe pas les doubles couches phospholipidiques. À ce qui passe les doubles couches phospholipidiques, ce sont les dérivés du cholestérol, les lipides, si vous voulez. Donc ça passe. Mais donc il y a un second messager qui est le calcium. Et vous voyez que le magnésium est un inhibiteur calcique. Donc ça freine l'entrée du calcium. Donc ça diminue la fuite de magnésium. Donc on dit que le stress a tendance à s'auto-amplifier parce que plus tu es stressé, plus tu perds de magnésium en fait.
Donc, vous avez tout le temps plus besoin d'en prendre. Alors, qu'est-ce que je recommande? Le magnésium de meilleure qualité, le mieux toléré, hein, parce que j'ai encore une patiente il n'y a pas longtemps qui me dit, ah, j'ai déjà pris du magnésium, je suis allé à la toilette, et elle prenait du magnésium marin. Et elle me disait, ah, ben, pourtant c'est marin, j'ai trouvé ça au magasin bio. Vous voyez, il faut faire attention parce que les gens, si vous voulez, ils ont des fois, ils se disent, ça, c'est une connotation naturelle, donc magnésium marin, et puis le gars au magasin bio lui a dit, ah ben c'est mieux, c'est naturel, c'est n'importe quoi, c'est le pire. Le magnésium marin, c'est de l'oxyde de magnésium, donc on ne peut pas faire pire. Donc faites attention, j'ai encore été confronté à ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà, le meilleur magnésium, c'est un sel liposoluble, c'est le glycérophosphate de magnésium, et j'utilise beaucoup le MG Complete, et en plus vous avez du glycérophosphate. Vous avez un autre sel qui est pas mal du tout, le bisglycinate aussi. Et ce qui est surtout bien, c'est que vous avez les cofacteurs des vitamines du groupe B pour justement la rétention du magnésium. Mais vous voyez, la B6 est super importante parce qu'elle intervient dans les décarboxylations qui vont permettre de faire de la sérotonine. Et on va voir, on a vu déjà qu'ils en manquaient. Donc, c'est très intéressant d'en donner. Moi, en tant qu'adulte, vous en prenez un à chaque repas. Et sinon, vous les coupez en deux pour un enfant. Mais vous ne sauriez pas faire de tort. Moi, j'ai eu un enfant il n'y a pas longtemps. J'ai mis presque la dose adulte parce qu'il en avait vraiment besoin. Il était vraiment agité. Et puis après, je vais diminuer. Ça va, mais vous ne prenez pas de risque de surdosage de magnésium. Il faudrait arriver à 4-5 grammes de magnésium élément pour avoir un problème rénal, hein. Donc ici, on a des 300-400 milligrammes, hein. Le zinc, très Si bien. tu permets, pardon, si tu permets, Pierre, pour les gens qui auraient des problèmes justement avec le magnésium ici, qui est en comprimé, c'est vrai qu'une fois le C en 2, c'est assez problématique parce qu'il y a une petite arête qui est gênante. Vous avez le même en 500 milligrammes et qui est en gélule. Donc simplement, bah, C'est vrai, faut tout à prendre fait, oui. la double dose si vous le souhaitez, mais pour des enfants, c'est peut-être bien aussi. Et Oui, c'est en merci gélule, de donc c'est m'avoir beaucoup plus rappelé. facile à avaler. Voilà. Tout à fait, c'est vrai. Là, et ce sont des accents. Ouais. Le zinc, très important. Donc, le zinc, si vous voulez, c'est important. Quand vous pensez zinc, c'est anabolique. Sans zinc, il n'y a pas de nouvelles cellules, tout simplement. On fait 2 300 000 cellules par seconde. On doit copier cet ADN, donc ça demande de photocopier cet ADN grâce à une enzyme qu'on appelle l'ADN polymérase, zinc dépendant. Donc tout ce qui est anabolisme, tout ce qui est croissance, et notamment connexion neuronale, la synaptogénèse, si vous voulez, est essentielle. Je dis souvent sur le ton de l'humour, mais c'est assez vrai. Mon fils qui a 14 ans a grandi. J'ai encore une amie qui l'a revu il n'y a pas longtemps, elle ne le reconnaissait pas. Il a pris 16 à 17 centimètres en un an, donc mon fils c'est Édouard. Et donc, il a grandi, c'est très bien, hein. Il sait mieux jouer au basket, mais malheureusement, il est devenu un peu con, hein. Il rentre en âge bête, et je le constate aussi, hein, parce qu'il croit tout savoir, et il sait mieux que papa, conflit avec le père, rejet du père, enfin, il sait mieux que tout le monde. Mais je lui en veux qu'à moitié, parce que si vous voulez, comme il a une croissance très très importante, le zinc est surutilisé pour sa masse osseuse, sa masse musculaire, au détriment de la synaptogénèse. Donc, je vais le complémenter encore plus en zinc pour justement un peu nourrir son cerveau. Et d'ailleurs, cet âge con, cet âge baisse, si vous voulez, s'explique d'un point de vue physiologique. Et les petits enfants, si vous voulez, ils ont une grosse tête et un petit corps. Et en fait, cette grosse tête et ce petit corps, les grands, être très intelligents parce que vous avez vu, les petits enfants, ils te suivent très vite du regard, ils apprennent énormément, ils reconnaissent les personnes. Donc la synaptogénèse, là, elle est exceptionnelle parce que tout est fait pour développer le cerveau de l'enfant dans la petite enfance, si vous voulez. Mais à l'adolescence, c'est la croissance, c'est les hormones, c'est tout ce qui va avec, au détriment du cerveau. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais bon, pour ceux qui ont des ados, vous me comprenez. À la protection des neurones contre le fer et le calcium, contre les métaux lourds, on en a parlé. Il participe aux défenses antioxydantes et anti-inflammatoires. Il est le catalyseur essentiel avec le nicotinamide, très important, de la réparation de l'ADN, là, notamment la polyadépéribosylation.
Études, supplémentation en zinc, croissance et performance scolaire chez les enfants. 740 enfants chinois de Shanghai, âgés de 6 à 9 ans, reçoivent alors ça c'est une étude intéressante parce qu'on leur donne une bonne dose de zinc, 20 milligrammes de zinc, soit un complément généraliste mais sans zinc, soit un complément généraliste avec du zinc. Et bien, la croissance et les tests cognitifs ne sont améliorés significativement que dans le groupe ayant reçu des compléments généralistes associés en zinc. Parce qu'il serait tentant de donner que du zinc. Eh bien, prenez plutôt un complexe généraliste avec du zinc et Nutrilogique a une très bonne solution pour ça. Plusieurs études ont objectivé des effets positifs d'une supplémentation en zinc chez des enfants hyperactifs. Donc, vous voyez, le plus simple est de prendre un complément généraliste comprenant du zinc. Donc, vous avez, et Nutrigen n'est pas le seul, il y en a plein qui proposent du zinc. Ça peut être utile pendant la COVID, pendant le médecin qui détecte une carence en zinc et tout ça. Ça peut être justifié de le donner en monothérapie. Et le meilleur, c'est le citrate et le bisglycinate qui contient ici 22,5 mg. Mais je vous recommande plutôt, en tous les cas dans les troubles déficitaires de l'attention, notamment suite à cette étude, qu'il est plus intéressant de donner un complexe multivitaminé parce que l'enfant a malheureusement ne mange pas toujours très sainement, mes ados ne mangent pas toujours très sainement parce qu'ils sont attirés aussi par des crasses, ils sortent de plus en plus, donc ils n'ont pas tous les jours les apports journaliers qu'on aimerait, donc je leur donne tous les jours un petit complexe multivitaminé, je leur donne celui-ci. Voilà, j'aime bien ce complément-là parce que pour la petite histoire, j'ai contribué notamment à la formule de ce complexe multivitaminé parce que c'est très rare sur le marché de trouver de bons complexes multivitaminés avec des vitamines B actives, avec des doses pondérales correctes, si vous voulez. Parce que, si vous voulez, des fois, vous avez des labos qui vous proposent des complexes multivitaminés avec plus de vitamines que ça. Et ils te foutent tout le tableau de Mendeleïev. Donc, super, hein, mais on s'en fout. On n'a pas besoin de cuivre, on n'a pas besoin de manganèse, on n'a pas besoin de tout ça. Vous voyez, donc ils en mettent, pensant faire bien. Eh ben non, tu fais plus de tort que de bien. On n'a pas besoin non plus de toutes les vitamines. Le cuivre est pro-oxydant, donc ça n'a pas de sens. On n'en donne que si vraiment il y a une carence, ce qui est déjà assez rare. Vous voyez, la vitamine E, elle est naturelle. Il y a des labos qui mettent en cours de la vitamine E qui n'est pas naturelle. Ben, vous faites pire que bien. Vous voyez, elle est oxydante, la vitamine E. Or, la vitamine E naturelle est antioxydant. Vous voyez, vous avez de l'iode très important aussi dans le développement cérébral. Tous les labos n'en mettent pas. La Q10, vous voyez, il y en a plein de labos qui en mettent, mais ils mettent 5 milligrammes. Là, il y en a 50 milligrammes. Là, vous voyez, ça se mesure comme ça, la qualité d'un complément nutritionnel. Pas que par ça, mais par ça aussi. Vous voyez, les quantités, et ici, on a rajouté des extraits de myrtille, vous voyez, de la quercétine. Donc, quelque part, si on ne devait prendre qu'une chose tous les jours, enfin, voilà, c'est de prendre un bon complexe multivitaminé bien dosé. Avec ça, bon, on n'a pas de magnésium, hein, mais on prend ça plus un complexe de magnésium. On a quelque chose déjà de correct pour aider ces enfants. Très important aussi, hein, quand on parle du cerveau, 60% du poids sec d'un cerveau, c'est du gras. Donc, on doit y mettre du bon gras. 34 études disponibles attestent des effets positifs d'un meilleur statut en acides gras oméga 3 sur les enfants souffrant de TDAH. Donc, des oméga 3, vous savez où on en trouve dans les poissons, mais faites attention. Vous l'ai dit, puisque les métaux lourds sont très mauvais, on va pas aller leur foutre du thon, hein. On sait donc un peu de sardines macroiran, mais on va leur donner plutôt, moi je serais plutôt à mettre une complémentation d'huile de poisson. Des graines de lin, de l'huile de colza, de l'huile de cameline aussi, riche en oméga 3. D'après une étude de l'Université de Pennsylvanie, parue dans un journal, les oméga 3 réduiraient voilà, les comportements agressifs et antisociaux chez les enfants. Donc, vous avez plusieurs gammes chez Nutriogique. Vous avez des oméga 3 700, je le prescris pas mal. Vous avez le krill. La différence, c'est que celui-là est issu notamment de phospholipides, très intéressant pour le cerveau. Vous avez aussi des oméga 3 que vous pouvez prendre en liquide. Donc ça, il y a pas de pour les enfants, c'est peut-être plus pratique que d'avaler des gélules. Donc d'ailleurs, ils ont carrément sorti des oméga 3 kits avec un petit goût agréable. J'en donnais moi-même à mes enfants. Et vous avez des oméga 3 liquides. Voilà, vous avez une variante, vous avez assez de variantes que pour pouvoir donner ces oméga 3 régulièrement à vos enfants.
Alors, l'hyperactivité avec ou sans déficit de l'attention est un problème multifactoriel qui requiert une nouvelle approche globale, naturellement. Celle-ci devrait avant tout être centrée sur le terrain de fond, la tension pulsionnelle élevée, dont on a parlé, ce manque de sérotonine, alors que le traitement actuel est à l'inverse centré sur le déficit d'attention, et ceci de plus avec une amphétamine psychostimulant, hein, la relatine, montre des effets positifs. C'est logique puisque ça va augmenter la dopamine dans le cerveau et l'enfant en manque. En début de traitement, OK, sur le déficit d'attention, mais il ne devrait être utilisé que de manière courte, à mon sens, et occasionnelle, étant donné que le problème de fond est à l'inverse un survoltage de l'enfant qui va épuiser, si vous voulez, ces neurones dopaminergiques et noradrénergiques. Il n'est donc pas étonnant que l'on observe avec la poursuite de ce traitement qui doit être initialement prescrit par un spécialiste et service hospitalier spécialisé en neurologie, en psychiatrie et en pédiatrie, mais dont le renouvellement est laissé à la discrétion des généralistes, la survenue ou l'aggravation d'une agressivité ou d'un comportement des fois hostile sous ce médicament. Et donc, on a des effets secondaires, si vous voulez, avec une aggravation. Je ferme juste la porte. Et à ma fille qui passait à côté, je fermais la porte parce que elle s'amusait à pousser sur le bouton du... Enfin, elle s'amusait pas, elle se fait à manger. L'aggravation, donc, juste des troubles hyperactifs. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que cette- ce médicament, hein, la méthylphénidate, la relatine, si vous voulez, peut avoir des effets secondaires parce que ça peut augmenter, dans certains cas, une aggravation d'une agressivité et d'un comportement hostile. C'est un peu logique puisqu'il faut arriver à ce que le cerveau ait suffisamment de dopamine et de noradrénaline, mais pas trop, parce que sinon tu deviens trop excité, trop nerveux, trop irritable. Alors, quelle est la solution que l'on peut proposer comme alternative ou en co-traitement? Ça m'arrive de le mettre avec aussi la relatine, alors, avec l'accord naturellement du spécialiste. Il existe un traitement nutritionnel de l'épuisement noradrénergique, puisque le problème, la cause, on a vu que c'était un manque de sérotonine, et la conséquence, c'est une baisse de la noradrénaline. Et donc, pour que le neurone qui est épuisé puisse refabriquer de la noradrénaline, il lui faut son précurseur. Et le précurseur, c'est jamais que de la tyrosine, ça va? Donc, tyrosine, L-dopa, dopamine. Donc c'est logique que l'on soutienne le cerveau épuisé par de la tyrosine. Mais alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne nous en parle pas et pourquoi on ne donne pas ça? Ben voilà, la tyrosine, c'est pas brevetable et donc ça a été complètement négligé et donc on préfère breveter naturellement un médicament qui rapporte beaucoup plus d'argent que de donner de la tyrosine. Au lieu de prolonger artificiellement le message noradrénaline, comme le font les amphétamines, comme d'ailleurs la cocaïne, hein, il s'agit de redonner aux neurones de quoi produire normalement. Donc ici, on respecte plus la physiologie neuronale en donnant le précurseur pour que le neurone puisse de lui-même fabriquer cette noradrénaline. Et donc, de ce fait, relancer l'attention et la concentration. La noradrénaline est fabriquée à partir d'un acide aminé, je vous disais, la tyrosine. Il suffit d'en prendre quelques jours pour que les neurones se rechargent et continuent durablement à fonctionner de manière durable avec beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec les médicaments. Donc ça, vous pouvez tester vous-même de prendre de la tyrosine. Vous verrez que moi, j'en prends systématiquement quand je donne cours, quand j'écris, tout ce qui me demande, si vous voulez, une concentration, voilà, où je sais que je vais tirer sur mes neurones, tout simplement. Donc, heureusement, je ne le fais pas tout le temps, et c'est pour ça qu'il y a les week-ends, il y a les vacances et tout ça pour justement, et là, je ne vais pas en prendre, mais les jours où je sais que je vais avoir une sollicitation très importante, je vais soutenir. Parce que si j'ai des journées normales, si vous voulez, où je n'ai pas une hyper sollicitation, la tyrosine que j'ai dans l'assiette va suffire, ça va. Donc, mon neurone n'en a pas besoin. Mais quand on a une sursollicitation, hein, je vous rappelle l'exemple, si je roule à 120 km/h, je ne vais pas hyper solliciter mes neurones noradrénergiques. Mais si je roule à du 200 km/h, je vous garantis que je vais solliciter et ça va gicler dans mon cerveau de noradrénaline. Et c'est logique, sinon je vais me planter. Vous comprenez? Donc c'est pour ça, et notamment pour la petite histoire, je m'occupe de coureurs, notamment en rallye. Et ben, je leur fais prendre, si vous voulez, à nos champions du monde, notamment de la tyrosine, si vous voulez, pour
justement soutenir cette attention parce que sinon ils sont plus vite épuisés. Et donc cette hyper-noradrénergie, si vous voulez, est essentielle quand il y a hypersollicitation. Je dis bien quand il y a hypersollicitation parce qu'il n'y a pas besoin d'en prendre quand il n'y en a pas. Mais il y aura besoin d'en prendre chez un enfant qui est déficitaire, puisque lui, il est à plein, donc c'est logique d'en redonner à ce moment-là, quand il va aller à l'école, par exemple, où là, on va lui demander de solliciter son cerveau. Par contre, le week-end, il va peut-être moins le solliciter, on ne va pas lui redonner le week-end. Donc, c'est un acide aminé conditionnellement essentiel. C'est un thème que vous connaissez peut-être pas, hein. Vous connaissez acide aminé essentiel ou non essentiel. Nous, en nutrithérapie, on utilise aussi le terme conditionnellement, parce que conditionnellement, pourquoi? Bah, parce que s'il y a une hypersollicitation, ben, il devient essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là. Alors, les travaux précurseurs du fondateur du premier laboratoire au monde dédié à la nutrition du cerveau, hein, donc ils avaient déjà étudié la tyrosine, suivis par ceux des premiers psychiatres qui l'ont testé en pratique clinique dans le domaine de la dépression, ont attiré l'attention en France du professeur Henri Laborie, précurseur de la neuroscience en France. Ceux-ci l'ont testé, donc c'est pas n'importe qui, dans plusieurs indications, notamment le professeur Jacques Mouret et le docteur Patrick Lemoine à l'hôpital psychiatrique à Lyon, qui ont précisé son emploi dans trois indications. La dépression, dépression, c'est une baisse du courage, de la motivation, de l'envie, baisse de la libido, tu n'as plus envie de rien, donc c'est logique qu'on doit relancer cette noradrénaline, la narcolepsie et la maladie de Parkinson. Depuis, de nombreuses études expérimentales et cliniques ont étendu ces indications à d'autres domaines, comme la sursollicitation de l'attention. Donc, quand je donne cours, pour pas oublier mes mots et tout ça, j'en prends. Les performances sportives, les situations de stress des soldats, la baisse de combativité, de motivation, la baisse de la libido, les troubles de la concentration et de la mémorisation, les difficultés à prendre des décisions et ce dont on parle, l'hyperactivité avec déficit d'attention, naturellement, dans ce cas-ci. Le syndrome aussi des jambes sans repos, ça, c'est un manque de dopamine, le syndrome de jambes sans repos et la douleur. Alors, comment la tyrosine peut-elle manquer? Ben, c'est s'il y a, je vous le disais, s'il y a une hypersollicitation. Donc, l'anxiété, c'est une hypersollicitation, c'est une hypervigilance non nécessaire, inappropriée euh, et les enfants hyperactifs. La provocation d'une déplétion expérimentale en tyrosine, en phénylalanine, qui sont précurseurs chez des sujets sains, entraîne de l'apathie, un ralentissement de la vitesse de décision, une baisse de l'humeur, une altération des attentes de récompense, de la motivation. Dans différentes situations de stress, les laboratoires militaires ont testé la capacité d'adaptation et l'endurance des soldats avec des résultats positifs. Indication, ben, je vous ai fait un petit résumé ici. Vous lirez, c'est tout ce que je vous ai dit. Je pense que j'en ai pas oublié. Voilà, décalage horaire aussi, pensez-y, baisse de la concentration, tout ça. Contre-indication, il faut le savoir, grossesse, mélanon, parce que c'est le précurseur aussi de la mélanine, la tyrosine. Hyperthyroïdie, voilà. Là, vous savez que pour faire les hormones thyroïdiennes, il faut de la T3, T4. Et donc, T4, c'est 4 atomes d'iode avec de la tyrosine. T3, 3 atomes d'iode avec de la tyrosine. Donc, voilà, j'ai jamais eu trop de soucis, mais on va pas donner de la tyrosine à quelqu'un qui est en hyperthyroïdie. Voilà. Mais si vous donnez de la tyrosine à quelqu'un qui est en hypothyroïdie, il y a aucune, c'est pas pour ça que vous allez le faire monter en hyper, hein. La thyroïde demande très très peu de tyrosine au final. Mais ça ne perturbe pas du tout la thyroïde, mais on ne va pas donner de la tyrosine à quelqu'un qui est déjà un peu agité par son hyperthyroïdie. C'est ça que je veux dire. Ceux qui ont fait aussi des infarctus, puisque la tyrosine, c'est le précurseur de la noradrénaline, mais ça peut aussi accélérer le cœur. Je vous parle de la noradrénaline au niveau du cerveau, c'est très bien, mais il n'y a pas que la noradrénaline au niveau du cerveau, ce qui vous permet de bouger, d'activer vos muscles, de spasmer, tout ça, c'est la noradrénaline. Donc, ça accélère aussi le cœur. Donc, c'est pour ça que si vous prenez trop de tyrosine, il y a des labos qui vendent 1 gramme, j'ai déjà vu des compléments, c'est n'importe quoi. Ils mettent 1 gramme de tyrosine parce qu'on se dit bah, plus il y en a, mieux c'est. C'est très dangereux parce que ça accélère le cœur. Les gens n'ont aucun effet positif de la tyrosine. Alors oui, ils ont de la concentration, mais ils sont nerveux, si vous voulez. Parce que c'est pas bon d'en faire de trop non plus, naturellement. Vous voyez, il faut trouver le juste milieu. Donc ça n'a pas de sens d'en donner autant puisque on va faire de la noradrénaline périphérique. Et donc risquer des arythmies cardiaques, des psychoses et tout ça.
Effets secondaires possibles, nervosité, hyperréactivité, agressivité, insomnie. Donc, si vous en prenez trop. Mais pour éviter ça, n'en donnez pas trop, mais surtout, donnez à votre patient du magnésium. Comme ça, comme je vous ai dit que le magnésium est un inhibiteur calcique et que la noradrénaline fait rentrer le calcium, ben, quand vous donnez du magnésium, vous freinez, si vous voulez, l'entrée de calcium. Donc, vous limitez les effets secondaires de la noradrénaline. Comprenez? Donc, c'est un inhibiteur calcique, le magnésium. Donc, quand vous remontez 10 jours avant la prise, donc pour être concret, vous avez votre patient qui a un trouble déficitaire de l'attention, hyperactivité, vous donnez le magnésium. Et si il a besoin d'attention pour l'école et tout ça, vous donnez de la tyrosine, mais vous dites aux parents, n'en donnez que dans une dizaine de jours. Comme ça, vous êtes certain que vous ne prenez pas de risque, que le petit ne va pas se sentir nerveux à cause de la prise de la tyrosine, parce que vous aurez saturé, si vous voulez, un petit peu en magnésium avant pour éviter ces effets secondaires. Alors, la tyrosine, c'est très bien parce que vous aurez peu de labos qui vous proposent des 125 mg. Je pense que d'ailleurs, je pense que c'est le seul. Et donc, c'est le dosage idéal, si vous voulez. Il ne faut pas monter plus haut chez un enfant. Faites attention. Maintenant, si voilà, un ado qui fait 60 kilos, vous pouvez en donner deux. Ça va, mais vous allez commencer avec un petit dosage et voir un petit peu, ça va. Tout ça, n'oubliez pas, avec des oméga 3 et du magnésium. Et là, automatiquement, vous allez relancer la dopamine et la noradrénaline. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis aussi un peu les cofacteurs, ce qui a du sens. Donc ça, 125 mg, c'est bien. Faites attention, il y a des labos qui proposent souvent, la majorité, un comprimé, c'est 500 mg. C'est trop. Avec ça, vous risquez de faire pire que bien. On donne un petit peu progressivement. Et toujours à jeun. Très important, parce que si vous prenez la tyrosine avec les œufs le matin, ben, automatiquement, elle va avoir plein de compétiteurs, parce que le transporteur de la tyrosine au niveau de la barrière hémato-encéphalique, c'est le même transporteur que la lysine, que la leucine, que la valine, que le tryptophane. Donc, si vous voulez qu'il passe plus facilement la barrière hémato-encéphalique, il vaut mieux le prendre sans rien à jeun. Dans un certain nombre de cas, les effets de la tyrosine peuvent s'avérer insuffisants. C'est vrai. Auquel cas, il est possible de l'associer aux médicaments, mais alors on pourra réduire les doses car ils se potentialisent l'un à l'autre. Donc, quand vous vous occupez, bon, et dans tous les cas, si vous n'êtes pas médecin, vous ne pouvez pas aller à l'encontre du protocole médical, mais vous contactez la personne en charge de ce traitement-là et voilà, vous proposez, vous montrez les études, est-ce qu'on ne pourrait pas associer les deux? Et moi, pour le moment, je vous rassure, je n'ai que du positif parce que les médecins connaissent des fois les effets secondaires de ce type de médicaments et donc des fois ils disent, ah, je ne connais pas, pourquoi pas, on peut essayer. Au début, vous voyez, ils gardent ça un peu de haut, ils se disent, oh ouais, elle a trouvé un truc, on va essayer. Et puis ils se rendent compte que, ah oui, au final, ils en ont besoin de moins, on a des bons résultats. Donc voilà, conjointement avec le médecin, vous pouvez l'associer. Par contre, il est absolument incontournable de mettre en place dès le départ un traitement du problème de fond, la dystonie, je vous l'ai dit, sérotoninergique et son cortège de manifestations comme l'impulsivité. Donc je vous rappelle le protocole d'équilibration de l'impulsivité qu'on donnera aussi chez les tensions pulsionnelles élevées, des glucides lents à chaque repas, donc, très important d'avoir suffisamment de glucides lents pour pouvoir permettre au tryptophane, hein, pas la tyrosine, mais au tryptophane de passer le cerveau, parce que c'est grâce à la montée de la glycémie qui fait monter l'insuline qui va permettre de prendre les compétiteurs du tryptophane, passer dans le cerveau, comme ça, le tryptophane, il est tout seul, il passe dans le cerveau, et donc il fait de la sérotonine. Donc, c'est pour ça qu'il faut manger chez un enfant qui est un peu hyperactif, lui donner des glucides, je précise, lents à chaque repas. Et il sera déjà plus apaisé. Oléagineux, chocolat noir, du sport, très important, surtout dans l'eau, c'est plus sérotoninergique, le fait d'avoir le micromassage de l'eau, des expressions créatives de tout ordre, magnésium, matin, midi, soir, une cure, si besoin, de vitamine B, mais si vous prenez du MG complet, vous avez déjà les B dedans. Si vous voyez que vous n'avez pas de résultat par rapport à ce manque de sérotonine, vous pouvez utiliser le nicotinamide. C'est la vitamine B3, si vous voulez. Et donc, le nicotinamide, si vous voulez, le tryptophane, c'est le précurseur de cette vitamine B3. Donc, si vous donnez directement la B3, vous épargnez du tryptophane. Donc, si vous épargnez le tryptophane, il y en a plus pour le cerveau. Le corps ne doit pas l'utiliser pour faire la B3. C'est pour ça que c'est un sérotoninergique de donner du nicotinamide. Et en plus,
Moi, personnellement, je prends 200 mg, 250 mg, il y en a chez Nutrilogique. C'est très important aussi pour la réparation de l'ADN, pour le vieillissement. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est un facteur de réparation de notre ADN par un mécanisme qu'on appelle la poly-ADP-ribosylation qui permet de se réparer tout ce qui a été agressé la journée. Éventuellement aussi, on a eu des résultats avec la luminothérapie et pensez aussi à ce qu'ils dorment bien. Donc, si ça ne va pas, on peut se faire aider par de la mélatonine. Donc, vous avez le brain mélatonine en spray, le nicotinamide, hein. C'est pas indispensable, hein. Voilà, si vous avez un ado, un enfant qui a des troubles vraiment de manque de sérotonine, ben, il va falloir donner ça. Un produit que j'aime beaucoup, un vieux produit, mais qui m'a donné aussi beaucoup de bons résultats, c'est Sérénité. C'est gentil, mais j'ai eu de bons résultats aussi avec ça. Il y a un petit peu de plantes, il y a aussi le Brain Active aussi, le safran, tout ça, ce sont des substances qui peuvent potentialiser la sérotonine. N'oubliez pas naturellement, c'est indispensable, le soutien de la psychothérapie et de la pédagogie, bien entendu, comme le développe très bien la recommandation de la Haute Autorité de Santé. Dans tous les cas, les outils psychothérapeutiques et pédagogiques complémentaires sont indispensables. Thérapie cognitivo-comportementale, rééducation psychopédagogique, guidance parentale, très important aussi d'aider les parents, thérapie familiale dans certains cas et systémique, aménagement pédagogique, si nécessaire, l'éducation des troubles du langage. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je pense que je vous ai un peu consommé de la noradrénaline, là, donc il va falloir peut-être recharger pour certains demain en tyrosine, parce que là, par cette intervention, pour ceux qui ont appris beaucoup de choses, ben, automatiquement, vous avez sollicité pas mal, je l'espère, vos neurones et que vous n'êtes pas endormis. Si vous voulez en savoir plus, ben, je suis directeur, comme Cédric l'a dit, d'une école qui s'appelle le CFNA, mais une fois, deux fois par an, je donne une initiation à la nutrithérapie pour ceux qui ne veulent pas faire le cursus ou pour ceux qui veulent voir un petit peu ce qui va être dit au cursus. Ça se fait avant le cursus, mais il y en a qui sont contents de faire ça parce que c'est un condensé de tout le cursus de 2 ans. Et donc, c'est 2 jours de formation. On abordera notamment ce sujet-là, mais le surpoids, le cancer, les maladies cardiovasculaires, la santé de la femme. Donc, c'est un condensé du cursus en 2 ans et ça se fait le 20 et 21 septembre à l'Université de Namur. J'ai écrit aussi quelques livres qui sont tous disponibles chez Nutrilogique, sauf celui-ci qui n'est plus disponible parce qu'il est en rupture de stock et je suis en train de refaire une nouvelle édition avec Magali et Véronique. Et donc, si vous voulez des informations et que le sujet vous intéresse ou que vous n'avez rien compris ce soir et que vous dites ben, j'ai des choses à intégrer pour mieux comprendre la micronutrition, la nutrithérapie, ben, vous avez un cursus de 2 ans qui est disponible en présentiel ou en e-learning au CFNA. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Avant de passer comment, pardon, aux questions, j'avais juste une petite précision. C'est qu'il y a quelques années, dans une première vie, j'ai travaillé dans une école spécialisée. Alors, une école spécialisée en Belgique, on sait tous ce que c'est. C'est une école pour les enfants handicapés. En France, ça s'appelle pas comme ça, je pense. Soit. Et, euh, et des enfants qui avaient des troubles de l'attention. Effectivement, ils ont fait une expérience dans cette école pendant un mois. Ils ont donné des petits déjeuners, non plus à la maison, mais à l'école, qui étaient protéinés et desquels ils enlevaient le gluten. Ah oui. Les enfants venaient d'eux-mêmes, on essayait de leur donner une responsabilité, ils venaient d'eux-mêmes chercher leur rilatine s'ils semblaient en avoir besoin à 10 heures. Et au bout d'un mois, il y avait beaucoup moins de demandes et beaucoup moins de problématiques dans les classes. C'était vraiment très marquant. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants étaient placés dans des foyers ou dans des homes. Et la problématique qui s'est trouvée, c'est que, en fait, dans les foyers, dans les homes, ils n'avaient pas le temps de leur faire des petits déjeuners protéinés le Oui. matin, et que c'était beaucoup plus facile pour eux de refiler du lait et des Kellogg's et des tartines au choco ou des petits pains au choco. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et quand on revient sur l'assiette, c'est la base de tous les cours que tu donnes, c'est d'abord l'assiette. Et c'est vrai que ça marque vraiment son importance. Merci en tout cas Tout à fait. pour tout ça. Je vous fais pas l'apologie de Nutrilogique sur tous les produits dont Pierre a parlé.
vous les retrouverez chez nous. Ils sont toujours sans excipient. Et j'ai noté tout à l'heure hein, que tu parlais des colorants. Parfois, il faut faire attention parce que même dans certains compléments, parfois on retrouve des colorants. Donc, c'est vraiment important d'aller chercher la qualité y compris enfin, surtout et encore plus justement, je reviendrai sur le nom après, sur ce que vous allez prendre en complémentation, pardon. Alors, Andy qui nous demande s'il y a un lien entre les TDA et les problématiques du trouble de type trouble de l'attachement. On parlait justement, hein, les troubles psychologiques. Je sais pas. Peut-être, mais je Est-ce n'étais qu'il y a pas. un lien direct? C'est difficile à dire, mais voilà. Désolé. J'imagine. Pour les métaux lourds, la prise de sang est-elle utile euh, ou non? Oui, mais après, quand bien même, il va falloir les extraire. Donc, c'est Hmm, très compliqué d'enlever des métaux lourds. Donc, le mieux, c'est ce que je vous ai mis, c'est le silicium, c'est le zinc, c'est le sélénium. Euh, et il y avait une question aussi sur l'eau potable et Oui, polluée. Vous avez oui, tout à des fait. Ouais. filtres qui permettent de diminuer ces métaux, enfin de supprimer totalement ces métaux lourds. Mhm, Moi, je passe toute mon eau dans des filtres. J'ai choisi les Longé filtres. mhm. Donc voilà, ça permet, Filtre à charbon, ça, hein, oui. ouais, ça permet de diminuer au maximum ces Mhm. métaux lourds. Oui, Alors, que penser de l'usage des tétines en silicone? c'est pas génial. Non, c'est Mhm. pas génial. Vaut mieux le pouce. Le thé matcha serait riche en aluminium. Oui, comme l'été, pas que le matcha, tous les thés. Mhm, Mais quand tu mesures la balance bénéfice-risque, elle reste en faveur du thé dans ce cas-là. C'est un peu, voilà, c'est comme le poisson, la sardine contient aussi des métaux lourds, mais beaucoup moins que le thon et mhm. le bénéfice-risque. Après, Ouais, oui, ouais, je voilà. comprends la question, mais à ce stade-ci, on peut aussi aller. Vous prenez aussi des thés bio, ça on peut déjà, Mhm. Ah il y a oui. des pesticides aussi sur le thé. Donc oui, mais ça va, moi personnellement j'en consomme. Est-ce qu'un déficit en cuivre peut causer Parce que les le polyphénols, TDAH? si vous voulez, du thé Pardon, matcha sont tellement puissants que ça c'est diminue ça que ça va aussi. rééquilibrer. Voilà. Excuse-moi, j'ai coupé. Tu m'as dit Donc, quoi? est-ce qu'un déficit en cuivre peut causer le TDAH? TDAH. Non, un déficit en fer, par contre. Un Mhm, déficit en fer diminue la production de dopamine. Donc, veillez à ce que l'enfant mange suffisamment de viande rouge. Donc, je suis contre le régime végétarien chez des petits-enfants. Ça n'a pas de sens parce qu'ils ont des besoins en zinc, en fer, en B12 très importants. Donc maintenant, aller vers de la viande de qualité. Et pour moi, il n'y a qu'une viande de qualité, c'est la viande de bœuf. Ça va, c'est pour avoir étudié pas mal le sujet, le bœuf wallon, il est safe, il est nourri à 70 à 80% à l'air, peu d'antibiothérapie, pas de soja OGM. Par contre, pour avoir visité des usines à poulet chez nos amis flamands, là, mhm, franchement, ça fait peur. Là, il y a Donc, beaucoup de gens, des fois, diront, ah, la viande blanche, c'est mieux que la viande rouge. Non. La viande rouge, au moins, elle est moins polluée, comme le bœuf, et surtout, elle contient du fer. Ce qui est intéressant mhm. dans la viande, puisque le fer héminique est le mieux absorbé. Et chez un enfant, c'est important qu'il n'en manque pas. Alors, on nous pose des questions aussi sur les formes de magnésium, hein, Les les formes glycérophosphates. chimiques. Je sais bien qu'il y a plein de labos qui Voilà. proposent tout, mais en fait, ils font l'apologie d'autres magnésium parce qu'en fait, ils n'ont pas le glycérophosphate. Et c'est de la raison. Mhm, Le glycérophosphate, c'est le plus cher. À l'achat pour le labo, donc c'est clair. Et c'est pas le plus facile à manipuler puisque mhm, c'est un sel, si vous voulez, qui ne contient que 13% de magnésium élément. Donc, comme les gens n'aiment pas les grosses gélules, ben, prends un oxyde de magnésium, ça fera des gélules plus petites. Ok, mais il faut l'expliquer aux patients. Donc, moi, j'explique, ok, la gélule est un peu plus grosse parce qu'il y a moins de magnésium élément dans du glycérophosphate de magnésium. Il n'empêche que c'est le plus efficace. Donc, Alors, on a quelques questions encore justement sur le magnésium et le multivitaboost également. Le fait qu'il y ait beaucoup de vitamines du groupe B dans le MG Complete, par il n'y en a pas exemple, et du coup, beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y a ce qu'il faut. mhm, Ça va, donc il ne faut pas exagérer en vitamine B, mais on est loin de... Donc il y a une dose toxique de la B6, mais l'étude c'est qui l'a ça, ouais. montré, qui faisait monter l'histamine et tout ça, si je ne me trompe, c'était 50 milligrammes. Ça va?
pris Mhm. pendant 6 mois. Donc, c'est des doses, vous ne sauriez, il faudrait prendre 50 gélules d'MG complete pour y arriver, ça va? Donc, on est loin de la dose toxique. Ce qui est dangereux, c'est des gens qui vont prendre, et on en a certains qui prennent, parce qu'ils souffrent de neuropathie, ils souffrent de douleur, ils prennent des complexes de B à forte dose, B Mhm. fort. Et le médecin leur a dit de prendre ça, une boîte, et tu les vois pendant 3 ans prendre toujours ça. Là, attention, là, ils peuvent avoir un surdosage. Mais pas avec un magnésium, avec des B, vous ne sauriez pas. C'est impossible d'arriver à des doses toxiques parce que la carence en B6 est très répandue. C'est la carence la plus répandue dans toutes les Mhm. familles du groupe B. Parce que la B6 est surtout chez la femme est surutilisée par vos hormones. Et donc, c'est pour ça que quand on a une dame, et ça je vous en parlerai au prochain webinaire qui est consacré à la femme, je vais faire l'apologie de la B6 parce qu'elle va permettre, grâce aux décarboxylations qu'elle provoque, de faire plus de sérotonine et donc et diminuer ces envies de grignoter, de boulimie qu'on peut avoir avant les règles et Mhm. de manque de sérotonine. Donc vous ne tracassez pas avec 3, 4, 5, même 6 mg complis, vous ne ferez pas de surdosage de B6. Et rassurez-vous, parce qu'on a tout prévu aussi, on a également le MAC3 qui a un magnésium sans vitamine B dedans. Moi, Donc, ça personnellement, j'ai peut... une patiente, elle souffre de fibromyalgie, hein. Je lui ai mis Mhm. MG Complete et 3 MAC 3. Mhm. À chaque repas, elle prend un MG Complete à MAC 3. Oui, Et donc, voilà. j'arrive à des bons dosages de magnésium parce que là, Mhm. j'arrive presque à 800, 900 milligrammes parce qu'elle est fibromyalgique, elle a des besoins beaucoup plus importants en magnésium et j'ai des vitamines B. Comme ça lui coûte un peu moins cher. Alors, concernant la tyrosine, combien de temps est-ce qu'on peut le donner? Et est-ce que dans un microbiote protéolytique, est-ce que tu la conseilles? Oui, parce que si vous la prenez à jeun, il y aura pas trop de soucis. Donc, prenez-la bien à jeun, Mhm. la mélangez pas aux autres protéines. Et en quelle quantité? Ben, voilà, le dosage 150 milligrammes me paraît bien. En tous les cas, c'est celui que j'utilise. Des fois, j'en fais prendre deux, plus rarement trois, mais ça m'arrive chez des adultes. Et combien de temps? Ben, en fait, chez un enfant qui a des troubles déficitaires de l'attention, ça va être en continu des moments où il a une sursollicitation. On est d'accord. Mhm. Ce ne sont pas des enfants qui sont handicapés du cerveau. Là, c'est tout l'inverse, hein. Ils savent avoir une hyper-attention. Mais comme ils ont une hyperattention, ces neurones se fatiguent plus vite. Donc, quand le neurone est fatigué, il est logique de donner de la tyrosine. Donc, le parent connaisse bien l'enfant, à un moment donné, va pouvoir s'automédiquer aussi et de se dire, ben voilà, là, je sens que j'ai une baisse, j'en prends, vous voyez, ponctuellement. Et les jours, par exemple, période d'examen ou quoi, très sollicitant, ben là, c'est tous les jours. Et on arrête pendant les vacances, on arrête Mhm. le week-end. Et ça, vous voyez avec le spécialiste, mais ça ne se prend pas non-stop. Ça va? Il y a quelques cas où on en donne non-stop, voilà, où il y a une carence importante dans le Parkinson, des choses comme ça, mais voilà, c'est pas sûr. Mhm. Alors moi, je suis comme toi, hein, j'en ai toujours dans la poche. Je prends du 500 milligrammes et ça peut m'arriver sur certaines grosses journées, je dis bien sur certaines grosses journées, d'aller jusque 2 grammes. Donc, c'est vraiment des doses, Oui, en mais tu prenant as un 1000 bon cœur. milligrammes. Oui, oui, Voilà, bien sûr, bien il ne sûr. manque pas de On est d'accord, magnésium. hein. On est Mais d'accord. parce Mais que voilà. là, à 2 grammes, tu es certain de faire de la noradrénaline périphérique et tu pourras Hmm. avoir une accélération aussi du cœur. Voilà. Ce que je n'ai pas, et vraiment, quand je le fais, c'est 1 ou 2 journées parce qu'il y a des journées très riches en informations. Un ado avec des impulsivités, mais qui ne dort plus la nuit et passe ses journées au lit, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Ben voilà, ça pourrait De être le une f- bonne indication. Une très bonne indication avec ne dors pas la nuit, faites attention aux écrans, hein. Moi, voilà, Mhm. j'ai dû, mes enfants, ma fille a 17 ans, elle a toujours un temps d'écran, hein. Voilà, tant qu'elle n'est pas partie de la maison, elle aura toujours un temps d'écran limité. Voilà, je me dois de faire ça, ils râlent, mais ils me remercieront plus tard parce que c'est la folie, hein, maintenant, vous avez remarqué. Mhm. Il y a un tiers de leur vie, il sera passé devant des écrans, hein. Vous voyez, ça devient fou, hein. Donc, Mhm. et le Alors, problème, si vous voulez, pardon. ces écrans ne leur apportent même pas de l'instruction. Ils sont sur des TikTok et tout ça. Et donc, le langage devient très limité, hein. Moi, mon fils, je lui demandais quand même de terminer ses phrases, de mettre tous les mots dans la phrase parce que il parle comme sur TikTok maintenant, hein. Donc, et comme ils ne lisent plus assez,
pendant les vacances, j'utilisais un terme, un mot, si vous voulez, et mon fils ne comprenait pas. Mais je dis, comment tu comprends pas? Et en fait, le fait qu'ils ne lisent plus assez, ils n'ont plus, quand vous lisez un roman et tout ça, ben, vous avez un langage écrit beaucoup plus poussé, Mhm. et vous avez plein d'adjectifs qui est utilisé. Donc le cerveau de l'enfant euh, se marie avec tous ces mots-là, et donc ça fait partie de son langage et de ses connaissances. Mais sur toutes ces plateformes, sur tous ces réseaux sociaux, on va au plus court, et donc on utilise trop peu de mots, et en fait, la diversification des mots est beaucoup plus faible, si vous voulez. Et Mhm. ça aussi, c'est un très très gros problème, hein, ces écrans, et notamment, votre enfant ne dort pas certainement à cause de cette lumière bleue aussi, de la mélatonine. Donc mélatonine le soir, magnésium la journée, tyrosine, et on coupe les écrans, hein. C'est comme ça. Et ils vont s'emmerder, c'est pas grave, et à force de s'ennuyer, ils vont devoir recréer, et le cerveau va devoir créer parce qu'il n'est plus mobilisé. Parce que le problème, c'est quand ils sont en train de scroller, si vous voulez, le cerveau est tout le temps sollicité. Et ça, c'est fatigant aussi. Alors, c'est fatigant, mais ça ne demande pas de création du cerveau, vous comprenez? Donc, si l'enfant s'ennuie, automatiquement, il va recréer des circuits neuronaux qui vont lui demander justement de réfléchir à une occupation pour ne pas s'embêter. Mais bon, à un moment donné, il faut un petit peu solliciter le cerveau, mais tu ne le sollicites pas quand tu l'es tout le temps, quand il est hyper sollicité, que tu ne lui donnes pas la possibilité de faire autre chose. Je dirais que les cinquantenaires se sont bien emmerdés quand ils étaient jeunes, parce qu'on Ouais. n'avait pas le choix quelque part. Mais Et c'est clair. c'était pas plus mal. Mais c'est très bon. Mhm. Alors, je passe les questions sur la vitamine B sur laquelle tu as répondu, hein, quant aux survitaminoses. Kevin qui nous demande la synergie. Est-ce que la synergie est intéressante entre la tyrosine et la acétylcholine pour l'axe dopaminergique? Je ne sais pas. Je n'ai pas Mhm. fait d'études à ce niveau-là, donc je ne peux pas répondre à ça. Est-ce qu'il y a un schéma de prise entre la tyrosine et les hormones thyroïdiennes? Non, non, vous tracassez pas. Les hormones Mhm. thyroïdiennes ont très peu besoin de tyrosine, donc ça ne va pas interagir. J'ai juste fait par précaution dans le cadre d'une hyperthyroïdie. Mais sinon, et ne pensez pas que si vous avez un patient qui est en hypothyroïdie et que vous allez lui donner de la tyrosine, que ça va relancer la thyroïde, ça ne marchera pas. Ça va, il faut d'abord de l'iode, il faut du sélénium pour la prime d'iodinase, il faut plein d'autres cofacteurs, mais c'est de la tyrosine, il y en a très très peu qui est utilisé pour la thyroïde, mais voilà. Donc ça n'a pas d'interaction. Est-ce qu'il y a un moment spécifique pour prendre la nicotinamide, la B3, pardon? Un moment spécifique? Oui, Non, ou non. prend, oui. Vous la prendre au repas, non, il n'y a pas. Peut-être si on, comment on veut potentialiser la sérotonine, mais j'ai rien lu à ce niveau-là, à midi et le soir, peut-être. Mais sinon, Mhm. au goûter, mais non. Alors, Nathalie qui nous demande si l'altyrosat 25 pourrait être écrasé pour l'enfant. Donc, le Pourquoi prendre pas? en dehors de la gélule. Le prendre en dehors d'une gélule. La tyrosine? Oui, Ah, parce qu'elle est trop grosse. oui, le 125 sans gélule, c'est une petite gélule, donc Oui, ça ne devrait pas causer de je ne sais problème, mais pas. ça dépend, tout dépend de l'âge de l'enfant aussi, hein. Oui, et puis je ne sais pas le goût, en fait. Non, mais c'est la problématique. Quelqu'un a posé la question tout à l'heure pour le Multivita Boost. Ouais, c'est pareil. C'est quelque part, oui, il va y avoir une déperdition si vous ne la prenez pas en gélule, mais malgré tout, ça va faire effet, mais on ne vous assure pas le goût avec les mélanges qu'il y a parfois dedans. Parfois, la gélule a son utilité pour ça aussi, hein. Le bilan labo des neurotransmetteurs peut être utile? Non. Franchement, ça coûte, je trouve que ça coûte cher. Et c'est Mhm. pas, voilà, quelques bonnes questions suffisent. Vous les avez, je vous les ai mises dans les slides. Voilà, faites une anamnèse. D'ailleurs, les diagnostics se font aussi par beaucoup de questions, hein. Ici, je vous ai montré les études cliniques qui ont montré au niveau cortical ce qui se passait, tout ça, mais ça va être beaucoup de questions par an et c'est comme ça qu'ils vont diagnostiquer. Donc voilà, ça existe, les bilans des neurotransmetteurs, mais voilà, moi personnellement, je les fais rarement. Alors, je vais poser une dernière question. Est-ce qu'il y a des tests fiables pour le TDAH, décidément? Ben, il faut aller voir des Mhm. médecins spécialisés là-dedans. Bon. Moi, je vous ai mis ce que je sais, ce que nous, on peut faire à notre niveau. Mhm.
voilà, moi, avec mes lectures et tout ça, ben, avec toutes les questions, à un moment donné, tu le vois il y a un problème. Les parents, naturellement, en sont conscients. Ils en sont conscients surtout au moment de l'apprentissage à l'école. Euh, mais voilà, ne confondez pas un enfant qui s'ennuie à un enfant qui a des troubles de l'attention. Voilà, c'est important. Mais avec toutes les questions que vous avez dans la présentation, vous pourriez déjà quand même débroussailler le problème. Et puis quand vous avez un doute, comme vous ne pouvez pas poser le diagnostic, il doit être posé par un spécialiste, ben, vous pouvez en tous les cas suggérer d'aller voir un spécialiste à ce niveau-là. Bien, eh bien, merci Pierre. Notez la date du 21 août pour nutrition, la nutrithérapie, la nutrition de femme, pardon. On se retrouve cette date-là. Vous recevrez bien évidemment demain le lien pour regarder le replay si vous voulez l'user, l'utiliser. Allez-y, sans aucun problème. Je reste toujours dispo, Cédric Lapo, Nutrilogix. Vous me retrouverez sur les réseaux sociaux très facilement. Vous m'envoyez un mail. Vous avez reçu mon mail de toute façon. N'hésitez pas si vous avez quoi que ce soit comme question. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup et passez un très bel été. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir.